La pluie tambourinait contre les vitres de l'appartement exigu de Belleville, créant une mélodie mélancolique qui accompagnait les pensées d'Élise Laurent. Assise sur le rebord de la fenêtre, elle observait les passants pressés qui se faufilaient entre les gouttes, leurs parapluies colorés formant un ballet chaotique dans la rue pavée. À 27 ans, elle avait cette beauté simple et naturelle qui ne cherchait pas à se faire remarquer, mais qui attirait naturellement les regards bienveillants. « Maman !» La voix fragile de sa grand-mère résonna depuis la chambre adjacente, brisant le silence contemplatif d'Élise. « C'est Élise, grand-mère, ta petite fille !» répondit-elle avec une patience infinie, se levant pour rejoindre la vieille dame aux cheveux blancs comme neige. Marguerite Laurent, 83 ans, était assise sur son lit, les yeux perdus dans un monde que seule elle pouvait voir. L'Alzheimer avait progressivement volé ses souvenirs, mais parfois, par miracle, elle reconnaissait encore Élise et lui souriait avec cette tendresse qui réchauffait le cœur. « Ah, ma chérie, tu es si jolie dans cette robe bleue !» murmura Marguerite en caressant la joue d'Élise. Élise portait en réalité un simple pull gris, mais elle ne corrigea pas. Ces moments de lucidité partielle étaient trop précieux pour être gâchés par la réalité. Elle s'assit sur le bord du lit et prit les mains ridées de sa grand-mère entre les siennes. « Raconte-moi encore l'histoire de grand-père et toi » demanda Élise, sachant que ces récits apaisaient toujours Marguerite. Un sourire nostalgique éclaira le visage de la vieille dame. « Henri, mon Henri, il m'a dit un jour que l'amour véritable n'arrive qu'une fois dans une vie, mais qu'il peut prendre toute une vie à se révéler complètement. » Ces mots résonnèrent étrangement dans l'esprit d'Élise. Théo, son petit ami depuis 5 ans, lui avait promis de l'épouser l'année prochaine. Ils avaient même commencé à regarder des appartements plus spacieux, rêvant d'une vie meilleure loin de ce quartier ouvrier où elle avait grandi. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Théo. « Salut chérie, désolé, je ne pourrai pas venir ce soir. Réunion importante à la banque qui se prolonge. » annonça-t-il d'une voix qui semblait étrangement distante. « Encore ? Théo, cela fait 3 semaines que tu annules nos rendez-vous. Je sais, mais tu comprends, c'est pour nous, pour notre avenir. J'ai une promotion en vue et après on pourra enfin se marier et partir d'ici. » Élise sentit une pointe d'amertume l'envahir. Partir d'ici, comme si l'endroit où elle avait grandi avec tant d'amour était une prison dont il fallait s'échapper. « D'accord, » répondit-elle simplement, trop fatiguée pour se disputer. Après avoir raccroché, elle retourna auprès de sa grand-mère, qui s'était endormie, un sourire paisible sur les lèvres. Élise l'aborda tendrement, puis se dirigea vers la petite cuisine pour préparer le dîner. Le réfrigérateur presque vide lui rappela cruellement leur situation financière précaire. Son salaire d'assistante administrative à l'école publique du quartier suffisait à peine à couvrir les frais médicaux de Marguerite et les charges du logement. Elle ouvrit le tiroir où elle gardait ses économies, quelques billets froissés et de la monnaie. Demain, elle devrait de nouveau choisir entre acheter les médicaments de sa grand-mère et se nourrir correctement. Cette réalité la frappait chaque jour avec la même violence silencieuse. Un coup de tonnerre la fit sursauter. La pluie redoublait d'intensité, transformant les rues de Belleville en rivières improvisées. Élise repensa aux paroles de sa grand-mère sur l'amour véritable. Était-ce vraiment ce qu'elle vivait avec Théo? Cette relation qui ressemblait de plus en plus à une habitude, à une promesse de stabilité plutôt qu'à une passion brûlante. Elle se souvint de leur début 5 ans plus tôt. Théo était charmant, ambitieux, et il lui avait promis qu'ensemble, ils graviraient tous les échelons de la société. Il venait d'un milieu plus aisé que le sien, et parfois, elle se demandait si elle n'était pas juste un projet de rédemption sociale pour lui. Mais ses pensées lui semblaient déloyales. Théo l'aimait, n'est-ce pas? Il lui avait dit tant de fois qu'elle était la femme de sa vie, celle avec qui il voulait construire un avenir. Alors pourquoi se sentait-elle si seule, si incomprise? Le lendemain matin, le soleil perçait timidement à travers les nuages gris. Élise se préparait pour aller travailler quand elle remarqua un bouquet de roses blanches déposé devant sa porte. Aucun mot, aucune signature, juste ces fleurs magnifiques qui contrastaient avec la grisaille du couloir. « Comme c'est étrange », murmura-t-elle en les apportant à l'intérieur. Marguerite, déjà réveillée,
battit des mains en voyant les roses. Comme elles sont belles, ton grand-père m'offrait toujours des roses blanches. Il disait qu'elles symbolisaient la pureté de l'amour sincère. Élise sourit, touchée par cette coïncidence. Peut-être était-ce un signe que les choses allaient s'améliorer. À l'école, sa collègue Marie-Claire remarqua immédiatement son humeur légèrement plus joyeuse. « Tu rayonnes aujourd'hui? Théo t'a enfin fait une surprise ?»« Pas exactement, » répondit Élise en arrangeant les fleurs dans un vase improvisé. « J'ai trouvé ces roses devant ma porte ce matin. Je ne sais pas qui les a laissées. Un admirateur secret peut-être ?» plaisanta Marie-Claire, mais son sourire s'estompa en voyant l'expression troublée d'Élise. L'idée qu'un inconnu puisse connaître son adresse et lui offrir des fleurs était à la fois romantique et inquiétante. Qui pouvait bien être ce mystérieux bienfaiteur? Et pourquoi maintenant, alors que sa relation avec Théo traversait une période difficile? 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'apparition mystérieuse des roses blanches, et Élise ne pouvait s'empêcher de penser à cet incident chaque fois qu'elle rentrait chez elle. D'autres petites attentions avaient suivi, une boîte de macarons de chez Ladurée déposée discrètement sur son palier, des médicaments pour sa grand-mère payés anonymement à la pharmacie, et même une enveloppe contenant de l'argent avec un simple mot, pour Marguerite. Ces gestes bienveillants la troublaient profondément. Qui pouvait bien la connaître si intimement sans qu'elle s'en rende compte? Et pourquoi cette personne restait-elle dans l'ombre? Ce matin-là, Élise se rendit au marché de Belleville pour acheter quelques légumes avec l'argent mystérieux. L'atmosphère était animée. Les marchands interpellaient les passants dans un mélange de français et d'arabe, créant cette symphonie urbaine si caractéristique du quartier. Elle s'arrêta devant l'étal de M. Ben Ali, le marchand de légumes qui la connaissait depuis l'enfance. « Eh, ma petite Élise, comment va notre chère Marguerite ?» demanda-t-il avec son accent chaleureux. « Elle a ses bons et mauvais jours, monsieur Ben Ali, mais elle garde toujours le sourire, » répondit Élise, en choisissant soigneusement quelques tomates. « Tu sais, hier, un homme très élégant est venu me demander quels étaient tes légumes préférés. Un type bien habillé, avec une belle voiture. Il m'a acheté tout ce que tu aimes d'habitude. » Le cœur d'Élise fit un bond. « Comment était-il? Vous le connaissiez? » ?»« Non, jamais vu. Mais il avait l'air de bien te connaître, lui. Des cheveux châtains, la trentaine, très poli. Il m'a laissé de l'argent pour que je te donne toujours les meilleurs légumes. » Élise sentit un frisson parcourir son dos. Cette attention particulière commençait à prendre des proportions inquiétantes. Qui était cet homme mystérieux qui semblait connaître ses habitudes par cœur? En rentrant chez elle, elle croisa Madame Dubois, sa voisine de palier, une femme âgée aux yeux perçants qui ne manquait jamais rien de ce qui se passait dans l'immeuble. « Élise, ma chérie, j'ai encore vu cet homme élégant ce matin. Il était là, dans sa voiture, et il te regardait partir au travail. Cela fait plusieurs semaines que je le vois. Vous pourriez le décrire plus précisément ? » Grand, brun, toujours impeccablement habillé, il conduit une Mercedes noire, mais ce qui m'a frappé, c'est son regard. Il a l'air, mélancolique, comme s'il portait un secret lourd. Ces révélations troublaient Élise au plus haut point. Était-elle suivie, harcelée? Pourtant, tous ses gestes étaient bienveillants, presque protecteurs. Cela ne ressemblait pas au comportement d'un prédateur. L'après-midi, à l'école, elle n'arrivait pas à se concentrer sur son travail. Marie-Claire remarqua sa distraction. « Tu as l'air préoccupée. C'est encore ton admirateur secret. »« Marie-Claire, je commence à m'inquiéter. Il semblerait que quelqu'un me surveille, me suive même. Les voisins l'ont vu plusieurs fois dans le quartier. As-tu pensé à en parler à Théo? Il pourrait peut-être t'aider à découvrir qui c'est. » Élise secoua la tête. « Théo est de plus en plus distant. Je ne le vois presque plus. Il prétend que c'est à cause du travail, mais j'ai l'impression qu'il m'évite. » C'était vrai. Depuis quelques semaines, Théo trouvait toujours une excuse pour annuler leur rendez-vous. Réunions tardives, dossiers urgents, voyages d'affaires improvisés. Élise commençait à douter de ses explications. Le soir venu, elle décida de confronter Théo. Elle l'appela. « Théo, il faut qu'on se parle, c'est important. »« Là, maintenant ? » ?»« Élise, je suis débordée. Cette semaine a été infernale à la banque. Tu dis ça chaque semaine. Théo, j'ai besoin de toi. Il se passe des choses étranges dans ma vie et je me sens seule. »
Un silence pesant s'installa à l'autre bout de la ligne. Puis Théo soupira. « D'accord, je passe te voir dans 1 heure. » Élise raccrocha avec un sentiment mitigé. Quelque chose avait changé dans la voix de Théo, une froideur qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. En attendant, elle s'occupa de Marguerite, qui avait passé une journée particulièrement difficile. La vieille dame ne l'avait pas reconnue de la journée, l'appelant tantôt Brigitte, sa fille décédée, tantôt Madame, comme si elle était une étrangère. « Grand-mère, c'est moi, Élise, ta petite fille », répétait-elle patiemment. Marguerite la regardait avec des yeux vides, perdus dans les méandres de sa mémoire défaillante. Ces moments étaient les plus douloureux, quand la maladie volait complètement la femme qu'elle avait été. Théo arriva avec 1 heure de retard, l'air pressé et agité. Il embrassa Élise distraitement et s'assit sur le canapé sans même retirer sa veste. « Alors, qu'est-ce qui est si urgent ?» demanda-t-il en consultant son téléphone. Élise lui raconta les roses, les cadeaux anonymes, les observations des voisins. Théo l'écouta d'un air absent, continuant à consulter ses messages. « Tu penses que c'est grave ?» demanda-t-elle finalement. « Je ne sais pas, Élise. Peut-être que c'est juste quelqu'un du quartier qui a pitié de ta situation, » répondit-il, sans lever les yeux de son téléphone. Cette phrase la blessa profondément. « Pitié de ma situation », comme si elle était un cas social qui inspirait la compassion. « Théo, regarde-moi quand je te parle !» Il leva enfin les yeux, et elle y lut quelque chose qui la glaça, de l'indifférence. L'homme qu'elle aimait depuis 5 ans la regardait comme une étrangère. « Élise, il faut qu'on discute. Je crois qu'on devrait faire une pause. » Ces mots tombèrent comme une masse sur le cœur d'Élise. « Une pause? Mais pourquoi? Théo, qu'est-ce qui se passe? » « Rien de spécial. J'ai juste besoin de réfléchir à nous, à notre avenir. J'ai l'impression qu'on s'enlise. » « S'enliser? Théo, on devait se marier l'année prochaine. Tu m'as promis qu'on construirait quelque chose ensemble. Les choses changent, Élise. Les gens évoluent. Je ne suis plus sûr de vouloir la même chose qu'avant. » Élise sentit son monde s'écrouler. 5 ans de relation, 5 ans de projets communs, et il lui annonçait cela comme on annonce un changement de menu au restaurant. « Il y a quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Théo détourna le regard, et ce silence fut plus éloquent que tous les mots. Élise comprit qu'elle venait de perdre l'homme qu'elle croyait être l'amour de sa vie. Élise n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Les paroles de Théo résonnaient dans sa tête comme un écho douloureux. « Les gens évoluent. Je ne suis plus sûr de vouloir la même chose qu'avant. » Comment 5 années d'amour pouvaient-elles s'évaporer si facilement? Comment l'homme qui lui avait promis le mariage pouvait-il parler de faire une pause, comme s'il s'agissait d'un simple jeu? Le lendemain matin, Marguerite la trouva en larmes dans la cuisine, serrant contre elle la tasse de café qui refroidissait entre ses mains. « Ma chérie, pourquoi pleures-tu » demanda la vieille dame avec une lucidité surprenante. « Grand-mère, Théo veut qu'on fasse une pause. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. » Marguerite s'approcha et prit le visage d'Élise entre ses mains ridées. « Écoute-moi bien, mon cœur. Un homme qui t'aime vraiment ne te demandera jamais de faire une pause. L'amour, c'est un choix qu'on fait chaque jour, pas une expérience qu'on met en suspens. » Ces paroles, empreintes de la sagesse de ses 83 ans, réconfortèrent Élise plus que tous les discours qu'elle aurait pu entendre. Sa grand-mère avait encore cette faculté, dans ces moments de clarté, de voir au-delà des apparences. À l'école, Marie-Claire remarqua immédiatement les yeux rougis de son amie. « Élise, qu'est-ce qui s'est passé? Théo veut faire une pause. Il y a quelqu'un d'autre, j'en suis certaine. » Ce salaud! Après 5 ans, et il a eu le culot de te l'annoncer comme ça? Pas directement, mais son silence en disait long. « Marie-Claire, j'ai l'impression d'avoir gâché 5 années de ma vie. » « Ne dis pas ça, tu n'as rien gâché, c'est lui qui a tout gâché. » Élise tenta de se concentrer sur son travail, mais les minutes s'égrenaient lentement. À l'heure du déjeuner, elle décida de rentrer chez elle pour vérifier l'état de sa grand-mère. En sortant de l'école, elle aperçut une silhouette familière au coin de la rue, Théo, en grande conversation avec une jeune femme blonde, élégante, visiblement de son milieu social. Le cœur d'Élise se serra. Elle reconnut immédiatement la collègue de Théo, Camille, qu'elle avait rencontrée plusieurs fois lors de soirées d'entreprise. Une femme sophistiquée, diplômée d'une grande école de commerce,
tout ce qu'Élise n'était pas. Elle les observa discrètement depuis l'autre côté de la rue. Théo riait, détendu, heureux. Il avait cette expression qu'elle ne lui avait plus vue depuis des mois quand il était avec elle. Camille posa sa main sur son bras dans un geste intime, et Théo ne la retira pas. La révélation la frappa comme une gifle. Voilà pourquoi il avait été si distant, si pressé de partir, si indifférent à ses préoccupations. Il avait déjà trouvé sa remplaçante, quelqu'un de plus adapté à ses ambitions sociales. Élise sentit la colère monter en elle, une colère froide et douloureuse. Elle aurait voulu traverser la rue et les confronter, mais elle n'en avait pas la force. À quoi bon? La vérité était évidente. Elle rentra chez elle, le cœur brisé mais avec une certitude nouvelle. Sa relation avec Théo était terminée. Il n'y aurait pas de pause, pas de réconciliation, pas de mariage l'année prochaine. Tout était fini. Marguerite l'accueillit avec un sourire confus. « Bonjour, mademoiselle, vous venez pour les médicaments ?» Le fait que sa grand-mère ne la reconnaisse pas ajouta à sa détresse. Elle se sentait seule au monde, abandonnée par l'homme qu'elle aimait et oubliée par la seule famille qui lui restait. Dans l'après-midi, son téléphone sonna. C'était Théo. « Élise, il faut qu'on se parle. J'ai réfléchi à notre conversation d'hier. Moi aussi, j'ai réfléchi. Et j'ai vu. Vu quoi? Toi et Camille, ce midi, rue de la République. Vous aviez l'air très... proche. » Un silence pesant s'installa. Puis Théo soupira. « Élise, je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. » « Depuis quand? » »« Depuis 3 mois. Cela a commencé innocemment et puis les choses ont évolué. 3 mois. Théo, tu me mens depuis 3 mois et tu oses me parler de faire une pause? Je ne savais pas comment te le dire. Je ne voulais pas te faire de mal. Ne pas me faire de mal? Tu rigoles? Tu m'as humilié. Tu m'as fait croire que j'étais folle de m'inquiéter de ta distance. Élise, essaie de comprendre. Camille et moi, on a les mêmes projets, les mêmes ambitions. On évolue dans le même monde. Cette phrase la blessa plus que toutes les autres. Et moi, je ne suis pas de ton monde. C'est ça, la petite assistante de Belleville qui s'occupe de sa grand-mère malade. Ce n'est pas assez bien pour tes ambitions. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Si, c'est exactement ce que tu as voulu dire. Tu sais quoi, Théo? J'espère que tu seras heureux avec Camille. Vous vous méritez. Elle raccrocha, tremblante de colère et de chagrin. 5 ans de sa vie, 5 ans d'amour sincère, balayés pour une femme qui correspondait mieux à l'image que Théo voulait donner de lui-même. Le soir, alors qu'elle préparait le dîner de Marguerite, elle entendit frapper à la porte. Sur le palier, elle trouva un autre bouquet de roses blanches, accompagné cette fois d'une petite carte. Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous pourriez devenir. Ces mots la touchèrent profondément. Cet inconnu mystérieux semblait comprendre sa douleur, comme s'il connaissait sa situation. Qui était-il? Et pourquoi ses attentions arrivaient-elles précisément au moment où elle en avait le plus besoin? Elle porta les roses à l'intérieur, et Marguerite, dans un moment de lucidité, lui dit « Ces fleurs sont magnifiques, ma chérie. Celui qui te les offre doit avoir un cœur pur. » Élise regarda sa grand-mère avec surprise. Comment pouvait-elle savoir que ces roses lui étaient destinées? Parfois, la maladie semblait révéler une intuition que la raison ne pouvait expliquer. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Élise ne pleura pas. Elle se sentait étrangement réconfortée par ces roses anonymes et par les paroles de sa grand-mère. Peut-être que cette rupture, aussi douloureuse soit-elle, était finalement une libération. L'amour qu'elle avait partagé avec Théo, était-il vraiment de l'amour, ou n'était-ce qu'une habitude, une promesse de sécurité, qui ne la rendait pas vraiment heureuse? Les derniers mois avaient été si ternes, si prévisibles. Quand avait-elle ri pour la dernière fois? Quand avait-elle senti son cœur s'emballer en voyant Théo? Ces questions la tenaient éveillée, mais pour la première fois, elle ne les trouvait pas effrayantes. Peut-être était-il temps de redécouvrir qui elle était vraiment, loin des attentes et des projets de quelqu'un d'autre. 2 semaines avaient passé depuis la rupture définitive avec Théo. Élise tentait de reconstruire sa routine, mais l'absence de celui qui avait partagé sa vie pendant 5 ans créait un vide immense. Les soirées étaient les plus difficiles,
quand le silence de l'appartement ne résonnait que du souffle irrégulier de Marguerite et du tic-tac obsédant de l'horloge murale. Ce matin-là, en se rendant à la pharmacie pour chercher les médicaments de sa grand-mère, Élise fut interceptée par Monsieur Moreau, le pharmacien qui la connaissait depuis l'enfance. « Élise, ma petite, j'ai quelque chose d'étrange à te dire. Hier, un homme est venu régler l'intégralité des frais médicaux de Marguerite pour les 6 prochains mois. » Élise le regarda, interdite. « Comment ça? Qui était-ce? Je ne l'avais jamais vu auparavant. Un homme élégant, la trentaine, très poli. Il a insisté pour que ce soit anonyme, mais il connaissait parfaitement l'état de santé de ta grand-mère et tous les médicaments qu'elle prend. Mais enfin, monsieur Moreau, vous ne pouvez pas accepter ça. Je ne connais pas cet homme. Il m'a montré une procuration en bonne et due forme, signée par toi. Regarde. » Le pharmacien lui tendit un document. Élise examina la signature. C'était effectivement la sienne, ou du moins une imitation parfaite. Son sang se glaça. Qui pouvait connaître son écriture avec une telle précision? « Monsieur Moreau, je n'ai jamais signé ce document. Il faut annuler cette transaction. » « Ma petite, l'argent est déjà versé, et franchement, cet homme m'a semblé parfaitement honnête. Il m'a dit qu'il était un ami de la famille qui préférait rester discret. » Élise rentra chez elle, profondément troublée. Cette histoire prenait une tournure inquiétante. Quelqu'un semblait connaître sa vie dans les moindres détails jusqu'à pouvoir imiter sa signature. Était-ce le même homme que les voisins avaient aperçu? Et comment avait-il pu obtenir des informations si précises sur sa situation? L'après-midi, alors qu'elle corrigeait des copies dans la cour de l'école, Marie-Claire la rejoignit avec une expression préoccupée. « Élise, il faut que je te dise quelque chose. Ce matin, j'ai croisé Théo et Camille devant la boulangerie de mon quartier. Ils avaient l'air très intimes, et Camille portait une bague de fiançailles. Le cœur d'Élise se serra, mais à sa grande surprise, la douleur fut moins vive qu'elle ne l'avait imaginé. Déjà, ils ne perdent pas de temps. Tu ne sembles pas bouleversée? Si, bien sûr que ça fait mal, mais je commence à comprendre que Théo n'était peut-être pas l'homme que je croyais. Un homme qui peut mentir pendant 3 mois et remplacer 5 ans d'amour si facilement. Est-ce vraiment quelqu'un que je veux dans ma vie? Marie-Claire la regarda avec admiration. Tu es plus forte que je ne le pensais. Beaucoup de femmes seraient effondrées. J'ai d'autres préoccupations en ce moment. Cette histoire d'admirateur secret devient inquiétante. Il a payé les médicaments de grand-mère avec une fausse procuration. Une fausse procuration? Élise, il faut que tu portes plainte. Pourquoi? Pour avoir payé les médicaments d'une vieille dame malade? Les policiers vont me rire au nez. En rentrant chez elle ce soir-là, Élise découvrit Marguerite dans un état d'agitation inhabituelle. La vieille dame arpentait le salon, parlant toute seule avec animation. « Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Il est venu aujourd'hui. » Le jeune homme aux yeux tristes. Élise sentit son cœur s'accélérer. « Quel jeune homme? Qui est venu? » « Gabriel est venu me voir. Il m'a dit qu'il veillait sur toi, qu'il t'aimait depuis longtemps. »« Gabriel? Grand-mère, tu es sûre de ce que tu dis ?» Mais Marguerite était retombée dans sa confusion habituelle, regardant Élise comme une étrangère. « Qui êtes-vous, mademoiselle? Que faites-vous chez moi ?» Élise passa la soirée à réfléchir aux paroles de sa grand-mère. Gabriel? Était-ce le prénom de son mystérieux bienfaiteur? Et si Marguerite, dans un moment de lucidité, avait vraiment reçu la visite de cet homme? Mais comment avait-il pu entrer dans l'appartement? Le lendemain matin, elle interrogea Madame Dubois, sa voisine. « Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel hier après-midi? Ma grand-mère prétend qu'un homme est venu la voir. Maintenant que tu en parles, j'ai effectivement entendu des voix dans votre appartement vers 15 heures. Une voix d'homme, très douce, qui parlait avec Marguerite. J'ai pensé que c'était peut-être un aide-soignant. Mais je n'ai donné les clés à personne. Comment a-t-il pu entrer? Je ne sais pas, ma chérie. Mais cet homme, je l'ai croisé dans l'escalier. Il m'a salué très poliment. Il avait l'air, familier avec les lieux. » Ces révélations plongeaient Élise dans une perplexité totale. Cet homme, Gabriel, semblait connaître sa vie mieux qu'elle-même. Il connaissait son adresse, ses habitudes, l'état de santé de sa grand-mère, et maintenant il avait apparemment les moyens d'entrer chez elle.
En arrivant à l'école, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte de son bureau. À l'intérieur, une simple carte de visite élégante. Gabriel Marchand, PDG, Marchand en Fils, architecture et design, avec une adresse dans le 4e arrondissement et un numéro de téléphone. Au dos de la carte, une phrase manuscrite. « Il est temps que nous nous rencontrions. Café de Flore, demain 15 heures, si vous le souhaitez. Je vous expliquerai tout. » Élise fixa cette carte pendant de longues minutes. Gabriel Marchand. Ce nom lui disait vaguement quelque chose, mais elle n'arrivait pas à se souvenir où elle l'avait entendu. Un PDG d'une entreprise d'architecture. Cela expliquait les moyens financiers et l'élégance que décrivaient les témoins. Mais pourquoi un homme de ce standing s'intéressait-il à elle? Que pouvait-il bien vouloir lui expliquer? Et surtout, devait-elle accepter ce rendez-vous avec un inconnu qui semblait en savoir plus sur sa vie qu'elle ne le souhaitait? Marie-Claire, consultée, fut catégorique. « N'y va pas, c'est louche. » Un PDG qui s'intéresse à une assistante d'école et qui connaît tous les détails de sa vie privée, cela sent l'arnaque à plein nez. Mais Élise était partagée. D'un côté, la prudence lui conseillait d'éviter ce rendez-vous. De l'autre, sa curiosité était piquée au vif. Qui était ce Gabriel Marchand? Pourquoi prétendait-il la connaître? Et que cachaient tous ces gestes bienveillants? Elle passa la soirée à retourner la question dans tous les sens, la carte de visite posée devant elle sur la table de la cuisine. Marguerite, dans un moment de relative clarté, remarqua son trouble. « Ma chérie, parfois dans la vie, il faut avoir le courage de découvrir la vérité, même si elle peut nous surprendre. » Ces paroles résonnèrent étrangement dans l'esprit d'Élise. Sa grand-mère avait-elle vraiment rencontré cet homme? Et si c'était le cas, que lui avait-il dit exactement? Le lendemain matin, Élise prit sa décision. Elle irait au rendez-vous. Elle devait savoir qui était Gabriel Marchand et ce qu'il lui voulait. Après tout, ils se rencontreraient dans un lieu public entouré de monde. Que pourrait-il lui arriver au Café de Flore en plein après-midi? Le Café de Flore bourdonnait de l'animation habituelle d'un après-midi parisien. Élise arriva avec 15 minutes d'avance, les nerfs à vif et le cœur battant. Elle avait choisi sa tenue avec soin. Une robe bleu marine simple mais élégante que sa grand-mère lui avait offerte pour ses 25 ans. Ses cheveux châtains étaient rassemblés en un chignon naturel et elle portait le seul bijou de valeur qu'elle possédait, une broche en forme de rose que lui avait léguée sa mère. Elle s'installa à une table d'angle, d'où elle pouvait observer l'entrée tout en gardant une sortie de secours. Marie-Claire lui avait fait promettre d'envoyer un message toutes les demi-heures pour s'assurer que tout allait bien. À 15 heures précises, un homme entra dans le café et son regard balaya l'assistance avant de se poser sur elle. Élise le reconnut immédiatement aux descriptions qu'elle avait entendues. Grand, élégant, des cheveux châtains légèrement ondulés, et surtout, ses yeux d'un bleu profond qui semblaient porter une mélancolie infinie. Gabriel Marchand s'approcha de sa table avec une démarche assurée, mais non intimidante. Il portait un costume sombre, parfaitement taillé, et une montre qui devait coûter plus que le salaire annuel d'Élise. Pourtant, il n'y avait rien d'ostentatoire dans sa présence, juste une élégance naturelle qui forçait le respect. « Mademoiselle Laurent, je présume ?» dit-il en s'arrêtant devant sa table. Sa voix était exactement comme Élise l'avait imaginée, grave, chaleureuse, avec une pointe d'accent du sud qui adoucissait ses consonnes. « Monsieur Marchand, asseyez-vous, je vous prie. » Il prit place face à elle, et Élise remarqua qu'il semblait aussi nerveux qu'elle, malgré son apparente assurance. Ses mains bougeaient légèrement, et il évitait son regard direct. « Merci d'être venu. Je n'étais pas certain que vous accepteriez ce rendez-vous. Pour être honnête, j'ai hésité. Vos attentions, bien qu'appréciables, me troublent beaucoup. J'aimerais comprendre qui vous êtes et ce que vous me voulez. » Gabriel commanda un café et Élise un thé, comme pour se donner le temps de rassembler ses pensées. Le silence qui s'installa n'était pas désagréable, mais chargé d'une tension palpable. « Par où commencer ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Par le commencement, comment me connaissez-vous? Et depuis quand ?» Gabriel prit une profonde inspiration. « Nous nous sommes rencontrés il y a 10 ans, à l'université Paris-Sorbonne. Vous étiez en 3e année de lettres modernes, moi en dernière année d'architecture. » Élise fronça les sourcils, fouillant sa mémoire.
Je ne me souviens pas de vous. C'est normal. Nous n'avons échangé que quelques mots, une seule fois. Mais cette rencontre a changé ma vie. Comment ça? Gabriel sembla rassembler son courage. C'était pendant la période des examens de fin d'année. J'étais dans la bibliothèque Sainte-Geneviève, complètement débordé par un projet d'architecture sociale que je devais rendre. Le sujet portait sur l'amélioration de l'habitat dans les quartiers défavorisés et j'étais perdu. J'avais grandi dans le 16e arrondissement. Je ne connaissais rien à la réalité des banlieues. Élise l'écoutait attentivement, intriguée malgré elle. Vous étiez assise à la table à côté de la mienne, avec des dizaines de livres sur l'urbanisme et la sociologie. Vous portiez une blouse fleurie et vous aviez attaché vos cheveux avec un élastique rouge. Vous preniez des notes dans un petit carnet bleu. Ces détails précis frappèrent Élise. Elle se souvenait effectivement de cette période, des longues heures passées à la bibliothèque pour préparer son mémoire sur la littérature populaire. Vous m'avez entendu soupirer de frustration et vous vous êtes tourné vers moi. Vous m'avez demandé si j'avais besoin d'aide. Quand je vous ai expliqué mon projet, vos yeux se sont illuminés. Vous m'avez dit « Je viens de Belleville. Si vous voulez vraiment comprendre la réalité de ces quartiers, je peux vous aider. » Un souvenir flou commençait à remonter dans l'esprit d'Élise. Un jeune homme élégant, visiblement désemparé, qui travaillait sur un projet architectural. Vous avez passé 3 heures à m'expliquer la vie quotidienne dans votre quartier, les problèmes d'isolation, de promiscuité, mais aussi la solidarité, l'entraide. Vous avez partagé avec moi votre vision de ce que pourrait être un habitat social vraiment humain. Grâce à vous, j'ai obtenu la meilleure note de ma promotion. Je me souviens vaguement. Vous étiez très poli, et vous sembliez sincèrement intéressé par ce que je vous racontais. Plus qu'intéressé, fasciné. Vous aviez cette façon de parler de votre quartier, de votre grand-mère, de votre vie, avec tant d'amour et de dignité. Vous n'aviez aucune amertume, aucune honte. Vous étiez lumineuse. Élise sentit ses joues s'empourprer. Monsieur Marchand, Gabriel, s'il vous plaît, laissez-moi finir. À la fin de notre conversation, je vous ai demandé votre nom. Vous m'avez dit Élise Laurent. Et puis, vous avez souri et vous êtes parti. J'ai essayé de vous retrouver les jours suivants, mais c'était la fin de l'année universitaire, et vous aviez disparu. Et vous m'avez cherché pendant 10 ans. Pas exactement. J'ai essayé de vous oublier. J'ai eu d'autres relations. J'ai construit ma carrière. Mais vous êtes resté là, dit-il en posant la main sur son cœur, comme un fantôme bienveillant. Et il y a 6 mois, le hasard a fait que j'ai entendu votre nom. Comment ça? Ma secrétaire faisait des recherches sur les écoles publiques pour un projet de mécénat. Votre nom figurait sur la liste du personnel de l'école Joliot-Curie. Élise Laurent, assistante administrative. J'ai vérifié, c'était bien vous. Élise était abasourdie. Donc, depuis 6 mois, vous me surveillez. Je vous observe, oui, mais pas comme un prédateur. Comme quelqu'un qui prend soin de ce qui lui est précieux. J'ai découvert votre situation. La maladie de votre grand-mère, vos difficultés financières, et j'ai voulu vous aider. Mais pourquoi? Pourquoi après 10 ans? Gabriel la regarda intensément. Parce que cette conversation à la bibliothèque a orienté toute ma carrière. J'ai créé mon entreprise en me spécialisant dans l'architecture sociale. Tous mes projets s'inspirent de ce que vous m'aviez dit ce jour-là. Vous avez fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Élise était émue, mais aussi troublée. Gabriel, c'est très touchant, mais vous idéalisez une conversation d'il y a 10 ans. Vous ne me connaissez pas vraiment. Détrompez-vous. Je vous connais mieux que vous ne le pensez. Je sais que vous achetez vos légumes chez Monsieur Benali tous les mardis. Je sais que vous lisez à votre grand-mère des romans de Colette tous les dimanches après-midi. Je sais que vous donnez votre goûter aux enfants de votre école qui n'en ont pas. Je sais que vous pleurez parfois la nuit quand vous pensez que personne ne vous entend. Ces révélations glacèrent Élise. Comment savez-vous tout cela? Parce que je veille sur vous. Parce que vous méritez d'être protégé et aimé. Aimer, Gabriel, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un que vous observez de loin. Et pourtant, c'est ce qui m'arrive, dit-il simplement. Élise resta silencieuse un long moment, digérant les révélations de Gabriel.
L'atmosphère du café semblait s'être estompée autour d'eux, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Elle observait cet homme qui prétendait l'aimer depuis 10 ans, cherchant dans ses traits un indice, un souvenir plus précis de leur rencontre universitaire. « Gabriel, ce que vous me dites est bouleversant. Mais vous réalisez à quel point c'est troublant pour moi. Vous connaissez ma vie privée dans les moindres détails. Vous payez les médicaments de ma grand-mère. Vous lui rendez visite. Comment puis-je ne pas me sentir espionné ?» Gabriel baissa les yeux, visiblement peiné par sa réaction. « Je comprends votre malaise. Je n'ai jamais voulu vous effrayer ou vous mettre mal à l'aise. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour. Mais Gabriel, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on observe de loin. L'amour, c'est partager, échanger, se découvrir mutuellement. Ce que vous décrivez, c'est de l'obsession. » Cette accusation le fit tressaillir. « Non, Élise, ce n'est pas de l'obsession, c'est de l'admiration, du respect profond. Vous ne comprenez pas. Cette conversation que nous avons eue il y a 10 ans, elle a révélé en vous quelque chose d'extraordinaire. Votre générosité naturelle, votre capacité à voir la beauté là où d'autres ne voient que la pauvreté, votre force face aux difficultés. Vous idéalisez un souvenir, Gabriel. J'étais juste une étudiante qui aidait un camarade en difficulté. Non, vous étiez bien plus que cela, et vous l'êtes encore aujourd'hui. Le savez-vous seulement? Élise secoua la tête. Je ne sais plus rien, Gabriel. Ces dernières semaines ont été chaotiques. Ma rupture avec Théo, vos mystérieuses attentions, et maintenant cette révélation. Justement, parlons de Théo. Je sais que vous avez rompu. Comment le savez-vous? Parce que je vous protège, Élise. Et un homme qui vous protège remarque quand un autre vous fait du mal. Cette phrase résonna étrangement dans le cœur d'Élise. Aucun homme ne lui avait jamais dit qu'il la protégeait. Théo lui parlait d'ambition commune, de projets d'avenir, mais jamais de protection. Gabriel, pourquoi maintenant? Pourquoi vous révéler maintenant? Parce que j'ai appris votre rupture, parce que je sais que vous traversez une période difficile, et parce que je ne peux plus rester dans l'ombre. J'ai besoin de vous dire ce que je ressens. Élise sirota son thé, qui avait refroidi sans qu'elle s'en aperçoive. Et qu'est-ce que vous ressentez exactement? Gabriel la regarda intensément. De l'amour. Un amour profond, sincère, qui a grandi en silence pendant 10 ans. Un amour qui ne demande rien en retour, mais qui espère tout. Gabriel, vous ne me connaissez pas vraiment. Comment pouvez-vous être certain de vos sentiments? Parce que je vous observe depuis des mois, et chaque geste, chaque attention que vous portez aux autres, chaque sourire que vous offrez malgré vos difficultés, ne fait que confirmer ce que j'ai ressenti il y a 10 ans. Vous êtes exceptionnelle, Élise. Je ne suis qu'une assistante administrative qui s'occupe de sa grand-mère malade. Non, vous êtes une femme qui sacrifie son confort pour prendre soin de celle qu'elle aime. Une femme qui donne son goûter aux enfants qui ont faim. Une femme qui sourit malgré les épreuves. Vous êtes ce que j'ai toujours cherché sans le savoir. Élise sentit des larmes monter à ses yeux. Ces mots la touchaient profondément, mais elle luttait contre l'émotion. Gabriel, même si vos sentiments sont sincères, nous ne nous connaissons pas. Nous venons de milieux complètement différents. Et alors, l'amour ne connaît pas les classes sociales. Théo pensait différemment. Il a choisi une femme de son milieu. Théo était un imbécile qui ne savait pas reconnaître un trésor quand il en avait un. Cette déclaration franche fit sourire Élise malgré elle. Vous ne mâchez pas vos mots. Pas quand il s'agit de vous. Élise, j'ai une proposition à vous faire. Le cœur d'Élise s'accéléra. Quelle proposition? Gabriel sembla rassembler tout son courage. Épousez-moi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Élise le regarda, certaine d'avoir mal entendu. Pardon? Épousez-moi, Élise. Je sais que c'est soudain. Je sais que vous me connaissez à peine, mais laissez-moi vous expliquer. Gabriel, vous êtes fou. On ne demande pas quelqu'un en mariage lors de la première vraie conversation. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je ne vous parle pas d'un mariage d'amour traditionnel. Je vous parle d'un arrangement qui nous bénéficierait à tous les deux. Élise écarquilla les yeux. Un arrangement?
Le conseil d'administration de mon entreprise fait pression sur moi pour que je me stabilise. Ils estiment qu'un homme marié inspire plus confiance aux investisseurs. De votre côté, vous avez des problèmes financiers, les soins de votre grand-mère coûtent cher, et vous méritez une vie plus confortable. Vous me proposez un mariage de convenance ? Je vous propose un mariage qui nous permettrait à tous les deux d'obtenir ce dont nous avons besoin. Moi, la stabilité que réclame mon conseil. Vous, la sécurité financière pour vous et Marguerite. Élise se leva brusquement. Gabriel, vous délirez. Je ne suis pas à vendre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Gabriel se leva aussi, attirant les regards des autres clients. Élise, asseyez-vous, s'il vous plaît. Laissez-moi mieux expliquer. Elle hésita, puis se rassit, mais resta sur ses gardes. Je vous écoute, mais sachez que votre proposition me choque profondément. Je m'y prends mal. Ce que je veux dire, c'est que nous pourrions nous aider mutuellement. Vous auriez votre liberté, votre indépendance. Nous serions mariés sur le papier, mais vous pourriez vivre votre vie comme vous l'entendez. Et qu'est-ce que vous y gagneriez, à part votre image d'homme marié ? Gabriel la regarda avec une intensité qui la troubla. La chance d'être près de vous, la possibilité que peut-être, avec le temps, vous appreniez à me connaître et, qui sait, Gabriel, c'est de la folie. On ne se marie pas par intérêt mutuel. Pourquoi pas ? Nos grands-parents se mariaient souvent ainsi, et certains ont fini par s'aimer profondément. Élise secoua la tête. Je ne peux pas. C'est trop soudain, trop étrange. Je ne vous demande pas de répondre maintenant. Réfléchissez-y. Pensez à Marguerite, aux meilleurs soins qu'elle pourrait recevoir. Pensez à vous, à la liberté financière que cela vous apporterait. Et si je refuse, alors je disparaîtrai de votre vie. Je ne vous importunerai plus jamais. Cette perspective, étrangement, attrista Élise. Malgré le caractère surréaliste de la situation, elle était touchée par la sincérité de Gabriel, par son amour déclaré, même si elle ne le comprenait pas entièrement. Combien de temps pour réfléchir ? Prenez tout le temps qu'il vous faut. Une semaine, un mois, je peux attendre. Élise se leva, prit son sac. Gabriel, cette conversation a été déroutante. Je dois rentrer, ma grand-mère m'attend. Bien sûr. Puis-je vous raccompagner ? Non, merci, j'ai besoin de réfléchir seule. Elle se dirigea vers la sortie, puis se retourna. Gabriel, cette aide que je vous avais apportée il y a 10 ans, vous l'aviez vraiment appréciée à ce point ? Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous avez changé ma vie, Élise, et j'aimerais avoir la chance de changer la vôtre, en mieux. Élise rentra chez elle dans un état second. Les paroles de Gabriel résonnaient dans sa tête comme un écho obsédant. « Épousez-moi ». Comment un homme pouvait-il proposer le mariage à une femme qu'il prétendait aimer depuis 10 ans, mais qu'il connaissait à peine ? Et pourtant, malgré l'absurdité de la situation, elle ne pouvait s'empêcher d'être touchée par sa sincérité. En montant les escaliers de son immeuble, elle croisa Madame Dubois qui l'interpella avec son sourire malicieux habituel. « Alors, ma chérie, cette mystérieuse rencontre, tu as découvert qui était ton admirateur secret ?» Élise s'arrêta ne sachant que répondre. « C'était éclairant, Madame Dubois. Il me semblait bien. Cet homme a l'air d'un gentleman. Et puis il faut dire qu'il est très séduisant. Vous l'avez vu récemment ? Ce matin même, il était dans sa voiture, comme d'habitude. Mais cette fois, il m'a fait un petit signe de la main. Très poli, ce garçon. » Élise sourit malgré elle. Gabriel continuait donc à veiller sur elle, même après leur conversation. Cette pensée la troublait et la réconfortait à la fois. En entrant dans l'appartement, elle trouva Marguerite assise dans son fauteuil, regardant par la fenêtre avec une expression inhabituellement sereine. « Bonsoir, grand-mère. Comment s'est passée ta journée ?» Marguerite se tourna vers elle, et à la surprise d'Élise, ses yeux brillaient d'une lucidité qu'elle n'avait pas vue depuis des semaines. « Ma chérie, Gabriel est venu me voir aujourd'hui. » Le cœur d'Élise fit un bond. « Gabriel, tu es sûr ?» « Bien sûr que je suis sûr. Un jeune homme charmant, très bien élevé. Il m'a parlé de toi avec tant d'amour dans les yeux. Il m'a dit qu'il t'aimait depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre ?» Marguerite sourit avec tendresse. « Il m'a demandé ma bénédiction pour t'épouser. Il m'a promis qu'il prendrait soin de toi, qu'il te rendrait heureuse. » Élise s'assit lourdement sur le canapé.
Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que tu méritais d'être aimé par un homme qui te voit vraiment, pas par quelqu'un qui a honte de toi. Ce Théo, il n'était pas digne de toi. » Ces paroles surprirent Élise. Sa grand-mère, même dans ces moments de confusion, avait toujours eu une intuition remarquable concernant les gens. « Grand-mère, Gabriel t'a-t-il dit qu'il m'avait demandé en mariage? » « Pas exactement. Mais il m'a parlé de ses intentions. Et tu sais quoi, ma chérie? Cet homme t'aime vraiment. Cela se voit dans ses yeux, dans sa façon de parler de toi. Ce n'est pas comme ce Théo qui ne voyait en toi qu'un projet à améliorer. » Cette analyse frappa Élise en plein cœur. Sa grand-mère avait raison. Théo avait toujours voulu la changer, l'élever à son niveau social. Gabrielle, lui, semblait l'aimer pour ce qu'elle était. Le lendemain matin, à l'école, Marie-Claire remarqua immédiatement l'air préoccupé de son amie. « Alors, comment s'est passé ton rendez-vous avec le mystérieux Gabriel ?» Élise lui raconta tout, l'origine de leur rencontre, les sentiments de Gabriel, et surtout sa proposition de mariage. Marie-Claire manqua de s'étrangler avec son café. « Il t'a demandé en mariage, dès le premier rendez-vous ?» Ce n'était pas exactement romantique. Il présente ça comme un arrangement mutuel. « Élise, tu ne peux pas sérieusement envisager d'accepter, tu ne le connais pas. » Mais il me connaît, lui. Il connaît ma vie, mes difficultés, mes joies, et il dit qu'il m'aime depuis 10 ans. Dire et prouver, ce sont deux choses différentes. Et puis, un mariage de convenance au XXIe siècle, tu plaisantes? Élise soupira. Je sais que ça paraît fou, mais Marie-Claire, tu as vu ma situation. Les médicaments de grand-mère coûtent une fortune. Je tire le diable par la queue, et maintenant que Théo est parti, tu ne vas tout de même pas épouser un inconnu pour de l'argent. Ce n'est pas que pour l'argent. Gabriel, il y a quelque chose chez lui, une sincérité, une douceur. Et puis, il a dit que je garderais ma liberté. Élise, écoute-toi. Tu parles comme si tu allais signer un contrat commercial. Cette conversation laissa Élise encore plus confuse. Marie-Claire avait raison sur beaucoup de points, mais elle ne comprenait pas la situation désespérée dans laquelle elle se trouvait. L'après-midi, en rentrant chez elle, Élise trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une lettre manuscrite de Gabriel. « Chère Élise, je me rends compte que ma proposition vous a choquée, et je le comprends. Permettez-moi de vous expliquer plus clairement mes intentions. Je ne vous demande pas de m'épouser par amour, pas encore. Je vous demande de me donner une chance de vous prouver que mes sentiments sont sincères. Si vous acceptiez ce mariage, voici ce que je vous propose. Vous auriez votre propre appartement dans ma propriété, votre intimité totalement respectée. Tous les frais médicaux de Marguerite seraient pris en charge dans la meilleure clinique de Paris. Vous pourriez continuer à travailler si vous le souhaitez, ou vous consacrer à d'autres projets. Aucune obligation conjugale entre nous, tant que vous n'en exprimeriez pas le désir. Si au bout d'1 an vous n'êtes pas heureuse, nous divorcerons, et vous recevrez une pension qui vous assurera une vie confortable. Je sais que cela peut paraître transactionnel, mais c'est ma façon de vous montrer que mon amour n'est pas possessif. Je veux votre bonheur avant le mien. Je vous laisse également ci-joint des informations sur moi, mon entreprise, ma situation financière. Vous avez le droit de savoir exactement à qui vous auriez affaire. Prenez tout le temps nécessaire pour réfléchir. Mon cœur attendra. Gabriel. Élise relut cette lettre plusieurs fois. La proposition était détaillée, respectueuse et étonnamment généreuse. Gabriel ne demandait rien pour lui, si ce n'est la chance de la connaître vraiment. Ce soir-là, alors qu'elle donnait ses médicaments à Marguerite, la vieille dame eut une nouvelle crise. Elle ne reconnaissait plus Élise, criait qu'elle voulait rentrer chez elle et semblait terrifiée par son environnement familier. Élise appela le médecin de garde qui confirma ce qu'elle redoutait. La maladie progressait. Il faudrait bientôt envisager des soins plus spécialisés, plus coûteux. « Combien cela coûterait-il » demanda Élise. « Pour une prise en charge de qualité ?» « Entre 3 et 4 000 euros par mois. » Une somme astronomique pour elle. Avec son salaire, elle ne pourrait jamais offrir à sa grand-mère les soins qu'elle méritait. Cette nuit-là, Élise ne dormit pas. Elle pesait le pour et le contre, analysait chaque aspect de la proposition de Gabriel. D'un côté, l'idée d'épouser un homme qu'elle connaissait à peine lui semblait folle.
De l'autre, cette proposition lui offrait la possibilité de sauver sa grand-mère et de sortir de la précarité. Mais au-delà des considérations pratiques, quelque chose d'autre la troublait. Gabriel lui-même, sa sincérité, sa douceur, la façon dont il parlait d'elle. Aucun homme ne l'avait jamais regardé avec autant de respect et d'admiration. Le matin venu, sa décision était prise. Elle prit son téléphone et composa le numéro de Gabriel. Gabriel, c'est Élise. J'accepte. Le silence qui suivit l'acceptation d'Élise au téléphone sembla durer une éternité. Puis la voix de Gabriel résonna, tremblante d'émotion et d'incrédulité. « Vous acceptez vraiment ?»« Oui, Gabriel, mais j'ai des conditions. » « Bien sûr, dites-moi tout. Je veux que ma grand-mère soit transférée immédiatement dans la meilleure clinique spécialisée. Je veux pouvoir lui rendre visite chaque jour. Et je veux que notre arrangement reste strictement confidentiel. Personne ne doit savoir la vraie nature de notre mariage. Accordez tout ce que vous voudrez. Élise, vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous me rendez heureux. » La sincérité dans sa voix toucha Élise, malgré ses appréhensions. « Gabriel, j'espère que nous ne commettons pas une énorme erreur. Nous ne commettons pas d'erreur. Je vous le promets. » Les choses s'enchaînèrent ensuite avec une rapidité qui donna le vertige à Élise. Gabriel s'occupa de tout avec une efficacité impressionnante. Dès le lendemain, Marguerite était admise à la clinique Saint-Louis, un établissement privé réputé pour son excellence dans le traitement des maladies neurodégénératives. L'équipe médicale qui accueillit la vieille dame était composée des meilleurs spécialistes de Paris. Le docteur Moreau, neurologue de renom, expliqua à Élise le protocole de soins qui serait mis en place. Nous allons ajuster son traitement médicamenteux et mettre en place une thérapie cognitive spécialisée. L'environnement ici est conçu pour ralentir la progression de la maladie et améliorer sa qualité de vie. Élise découvrit la chambre de sa grand-mère, spacieuse, lumineuse, avec vue sur un jardin fleuri. Marguerite semblait déjà plus sereine dans ce cadre apaisant. « C'est beau ici, grand-mère. Tu vas être bien soignée. »« Qui paie pour tout cela, ma chérie ?» demanda Marguerite dans un moment de lucidité. « Un ami, grand-mère. Un ami qui nous veut du bien. »« Gabriel ?» Élise sursauta. « Tu te souviens de lui ?»« Bien sûr. C'est ton prince charmant, non ?» Cette remarque fit sourire Élise. Sa grand-mère, même malade, gardait parfois une intuition troublante. Le mariage fut organisé pour la semaine suivante. Gabriel avait choisi la mairie du 4e arrondissement, un cadre élégant mais discret. Élise fut touchée par sa délicatesse. Pas de cérémonie grandiose, pas de publicité, juste l'essentiel. La veille du mariage, Marie-Claire accompagna Élise pour choisir une robe. Elles se rendirent dans une boutique de prêt-à-porter élégant du Marais. « Tu es sûre de ton choix, Élise? Il est encore temps de changer d'avis. Je sais que c'est inhabituel, Marie-Claire, mais Gabriel est différent. Il n'attend rien de moi que je ne sois prête à donner. Et s'il change d'avis, s'il devient possessif, il m'a donné sa parole. Et puis, j'ai un contrat qui me protège. » Élise essaya plusieurs robes avant de choisir une robe simple en crêpe bleu marine, élégante, sans être ostentatoire. Dans le miroir, elle se trouva jolie. Cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie belle. Le jour J arriva avec une météo clémente. Élise se réveilla avec un mélange d'appréhension et d'excitation. Elle se préparait à épouser un homme qu'elle connaissait depuis 2 semaines, mais quelque chose au fond d'elle lui disait qu'elle faisait le bon choix. Gabriel l'attendait devant la mairie, accompagné de son témoin, un homme élégant qu'il présenta comme son associé, Pierre Dubois. Élise avait demandé à Marie-Claire d'être son témoin. Quand Gabriel la vit arriver, son visage s'illumina d'un sourire sincère. Il portait un costume sombre, parfaitement coupé, et une cravate bleu marine assortie à sa robe. « Vous êtes magnifique » murmura-t-il en lui offrant son bras. « Merci » répondit-elle simplement, touchée par la sincérité de son compliment. La cérémonie fut brève et émouvante. Quand l'officier d'état civil demanda à Gabriel s'il acceptait de prendre Élise pour épouse, sa réponse fut ferme et claire. « Oui, je le veux, de tout mon cœur. » Quand vint le tour d'Élise, elle hésita un instant. Les yeux de Gabriel cherchèrent les siens, et elle y lut une tendresse et une patience infinies. « Oui, je le veux, dit-elle finalement.
L'échange des alliances fut sobre. Gabriel avait choisi des anneaux simples et élégants. Quand il glissa l'alliance au doigt d'Élise, elle sentit un frisson parcourir sa main. « Vous pouvez embrasser la mariée », annonça l'officier. Gabriel s'approcha d'Élise, mais au lieu de l'embrasser sur les lèvres, il déposa un baiser délicat sur sa joue. Ce geste respectueux toucha Élise plus qu'un baiser passionné. Après la cérémonie, Gabriel les invita tous dans un restaurant gastronomique discret. Le repas fut agréable, détendu. Pierre Dubois se révéla être un homme charmant, qui raconta quelques anecdotes amusantes sur Gabriel, révélant un côté plus léger de sa personnalité. Gabriel ne vous a jamais dit qu'il était un architecte brillant, mais un cuisinier épouvantable, plaisanta Pierre. Une fois, il a essayé de faire des pâtes, et il a réussi à faire brûler l'eau. Gabriel rit de bon cœur. Pierre exagère. J'ai juste des talents cachés en cuisine. Cachés, c'est le mot, renchérit Pierre. Cette légèreté détendit l'atmosphère et permit à Élise de voir Gabriel sous un jour nouveau. Il n'était pas seulement le PDG sérieux qu'elle avait rencontré, mais aussi un homme capable d'autodérision et de simplicité. Après le déjeuner, Gabriel raccompagna Élise chez elle pour qu'elle récupère ses affaires. Il l'aida à faire ses bagages avec une délicatesse qui la surprit. « Vous n'êtes pas obligé de prendre toutes vos affaires maintenant, » dit-il. « Vous pouvez faire les allers-retours autant que vous voulez. » « Non, c'est bon, je préfère tourner la page complètement. » En emballant les photos de sa famille, Élise sentit une bouffée d'émotion l'envahir. Elle quittait le seul foyer qu'elle avait jamais connu. Gabriel sembla percevoir son trouble. « Élise, vous pourrez toujours revenir ici quand vous voudrez. Cet appartement reste le vôtre. »« Merci, » murmura-t-elle, reconnaissante de sa compréhension. Le trajet vers la nouvelle maison se fit en silence. Gabriel conduisait avec prudence, jetant de temps en temps un regard discret vers Élise, qui observait Paris défiler par la fenêtre. Ils arrivèrent devant un magnifique hôtel particulier du XVIIe siècle dans le Marais. La façade en pierre blonde était ornée de balcons en fer forgé, et une petite cour pavée donnait au lieu un charme fou. « C'est ici que vous habitez ?» demanda Élise, impressionnée malgré elle. « C'est ici que nous habitons maintenant, » corrigea Gabriel avec un sourire. « Venez, je vais vous faire visiter votre nouveau chez vous. » L'intérieur était à la hauteur de l'extérieur, des plafonds à la française, des parquets anciens, des meubles choisis avec goût. Mais ce qui frappa le plus Élise, c'était l'atmosphère chaleureuse et accueillante du lieu. Ce n'était pas un musée froid, mais une vraie maison. Gabriel la conduisit vers l'aile ouest de la maison. « Voici vos appartements », annonça-t-il en ouvrant une porte. Élise découvrit un véritable petit appartement, salon, chambre, salle de bain et même une kitchenette. Tout était décoré avec un goût exquis, dans des tons doux qui lui plaisaient immédiatement. « C'est magnifique, Gabriel. Mais pourquoi tant d'espace? Et cette décoration, on dirait qu'elle a été choisie spécialement pour moi. » Gabriel rougit légèrement. « J'ai peut-être observé vos goûts en matière de décoration. Et j'ai voulu que vous vous sentiez chez vous dès le premier jour. » Cette attention la toucha profondément. Gabriel avait vraiment pensé à tout pour qu'elle soit à l'aise. « Merci, » dit-elle simplement, « c'est parfait. » Les premiers jours dans l'hôtel particulier de Gabriel furent pour Élise un mélange constant de découverte et d'apprivoisement. Elle se réveillait chaque matin dans sa nouvelle chambre, aux murs couleur crème, face à une fenêtre qui donnait sur un petit jardin intérieur qu'elle n'avait jamais imaginé pouvoir exister au cœur de Paris. Gabriel avait tenu sa promesse. Il respectait scrupuleusement son intimité. Ils se croisaient généralement au petit déjeuner dans la cuisine principale, un moment délicat où ils apprenaient à se découvrir dans cette intimité nouvelle et étrange. Ce matin-là, Élise descendit vers 8 heures et trouva Gabriel déjà installé, consultant ses emails sur sa tablette tout en buvant un café. Il portait un costume impeccable et avait manifestement l'habitude de commencer ses journées tôt. « Bonjour », dit-elle, timidement. « Bonjour, Élise. Bien dormi ?» Il leva les yeux de sa tablette et lui sourit avec cette gentillesse qui commençait à lui devenir familière. « Très bien, merci. Cette maison est si calme comparée à mon ancien appartement. » Gabriel se leva pour lui servir un café, ayant déjà mémorisé qu'elle le préférait avec un nuage de lait.
J'espère que vous vous y habituerez. N'hésitez pas à me dire si quelque chose ne vous convient pas. Élise s'assit en face de lui, encore un peu impressionnée par le luxe discret qui l'entourait. La cuisine était un parfait mélange d'ancien et de moderne. Poutres apparentes au plafond, mais équipement ultra-moderne. « Gabriel, je peux vous poser une question ?» « Bien sûr, vous pouvez tout me demander. » « Pourquoi cette maison est-elle si accueillante ? Je m'attendais à quelque chose de plus froid, plus impersonnel. » Gabriel sourit, visiblement touché par sa remarque. « Parce que j'ai toujours rêvé qu'elle devienne un vrai foyer. Quand je l'ai achetée il y a 5 ans, j'ai voulu créer un endroit où je pourrais être heureux, où quelqu'un pourrait être heureux avec moi. »« Quelqu'un ? Vous ?» dit-il simplement, sans détourner le regard. Cette franchise désarma Élise. Gabriel ne jouait pas, ne manipulait pas. Il était d'une honnêteté parfois troublante. « Gabriel, vous ne trouvez pas notre situation étrange ? » ?»« Si, bien sûr. Mais les meilleures choses de la vie sont parfois étranges au début. » Après le petit déjeuner, Gabriel partit travailler et Élise se retrouva seule dans cette grande maison. Elle avait pris 1 semaine de congé pour s'installer et elle en profita pour explorer son nouveau territoire. La bibliothèque la fascina particulièrement. Les murs étaient couverts de livres du sol au plafond, et elle découvrit avec surprise que Gabriel possédait une section entière consacrée à la littérature française classique et contemporaine. Sur une étagère, elle remarqua plusieurs ouvrages d'urbanisme et de sociologie, dont certains traitaient spécifiquement des quartiers populaires parisiens. En feuilletant un livre sur l'architecture sociale, elle tomba sur une page cornée où une phrase était soulignée. « L'habitat n'est pas seulement un toit, c'est un écrin pour la dignité humaine. » Dans la marge, une annotation manuscrite « Élise, Bibliothèque Sainte-Geneviève, 2014 ». Cette découverte la bouleversa. Gabriel avait vraiment retenu chaque mot de leur conversation d'il y a 10 ans. Il ne mentait pas quand il disait qu'elle avait influencé sa carrière. L'après-midi, elle se rendit à la clinique pour voir Marguerite. Le trajet en métro lui permit de reprendre contact avec sa vie d'avant, de se rappeler qui elle était avant de devenir Madame Marchand. Elle trouva sa grand-mère dans le jardin de la clinique, participant à une séance de musicothérapie. Marguerite souriait en écoutant les mélodies, et quand elle aperçut Élise, ses yeux s'illuminèrent. « Ma chérie, tu es venue. »« Bien sûr, grand-mère. Comment te sens-tu ici ? » ?»« Très bien. Les gens sont gentils et la nourriture est excellente. Et puis, j'ai une chambre avec vue sur les arbres. C'est ton Gabriel qui a arrangé tout ça ? » ?»« Oui, grand-mère. C'est un bon garçon. Il est venu hier soir, tu sais. » Élise sursauta. « Gabriel est venu hier ? » ?»« Oui, après ton départ. Il m'a apporté des chocolats et il a discuté avec moi. Il m'a raconté comme il t'admire, comme il trouve que tu es courageuse et belle. » »« Il a vraiment dit ça ? » ?»« Oh oui, et il m'a demandé de lui raconter des histoires sur toi quand tu étais petite. J'ai l'impression qu'il veut tout savoir de toi. » Cette révélation toucha Élise profondément. Gabriel prenait le temps de venir voir Marguerite, de créer un lien avec elle. Ce n'était pas juste de la politesse, c'était de la sincérité. En rentrant le soir, elle trouva Gabriel dans son bureau, encore au travail malgré l'heure tardive. Elle frappa doucement à la porte entr'ouverte. « Excusez-moi, je ne veux pas vous déranger. »« Vous ne me dérangez jamais, Élise. Entrez, s'il vous plaît. » Son bureau était à son image, élégant mais chaleureux, avec des plans d'architecture étalés sur une grande table à dessin et des photos de ses projets au mur. « J'ai vu grand-mère aujourd'hui. Elle m'a dit que vous étiez passé hier soir. » Gabriel leva les yeux de ses dossiers. « J'espère que cela ne vous dérange pas. Je me suis dit qu'elle pourrait se sentir moins seule si elle me voyait de temps en temps. Cela ne me dérange pas du tout. Au contraire, je vous en suis reconnaissante. Mais pourquoi faites-vous tout cela, Gabriel ?» Il posa son stylo et la regarda intensément. « Parce que Marguerite fait partie de votre vie, donc elle fait partie de la mienne maintenant, et parce que j'ai envie de la connaître, de comprendre d'où vous venez, ce qui vous a formé. Et qu'est-ce qu'elle vous a raconté ?» Gabriel sourit. « Que vous étiez une petite fille qui donnait toujours la moitié de son goûter aux enfants qui n'en avaient pas. Que vous passiez vos dimanches à lire des histoires aux personnes âgées de son ancien immeuble. Que vous avez toujours eu cette générosité naturelle qui fait que les gens se sentent mieux en votre présence. » Élise sentit ses joues s'empourprer.
Grand-mère exagère toujours. Je ne crois pas qu'elle exagère. Je pense qu'elle vous voit comme vous êtes vraiment, quelqu'un d'exceptionnel. Gabriel, pourquoi me dites-vous tout cela? Parce que j'ai l'impression que vous ne le savez pas, que personne ne vous l'a jamais dit. Théo n'était qu'un imbécile qui ne savait pas voir votre valeur. Cette comparaison mit Élise mal à l'aise. Gabriel, je ne veux pas que vous me compariez à Théo. Cette histoire est terminée. Vous avez raison, excusez-moi, c'est juste que cela me met en colère de penser qu'on ait pu vous faire du mal. Pourquoi cela vous met-il en colère? Gabriel hésita, puis répondit avec cette honnêteté qui le caractérisait, « Parce que je vous aime. Et quand on aime quelqu'un, on souffre de savoir qu'il a souffert. » Ces mots résonnèrent dans le silence du bureau. Élise ne savait que répondre. L'amour de Gabriel était si différent de ce qu'elle avait connu avec Théo. Il n'était pas possessif, ni démonstratif, mais constant et protecteur. « Gabriel, j'ai besoin de temps pour comprendre tout cela. Je sais, et je vous laisserai tout le temps nécessaire. Je vous l'ai promis. Merci. » En remontant dans ses appartements, Élise réfléchit à cette conversation. Gabriel était patient, attentionné, respectueux. Mais était-elle capable d'aimer à nouveau après Théo? Et surtout, était-elle capable d'aimer un homme qui l'aimait déjà tant? Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit en se sentant en sécurité, protégée par quelqu'un qui veillait sincèrement sur elle. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le mariage, et Élise commençait à trouver ses marques dans sa nouvelle vie. Elle avait repris le travail à l'école, ce qui lui permettait de garder un pied dans son ancienne existence tout en s'adaptant progressivement à la sienne. Ce matin-là, en descendant prendre son petit déjeuner, elle découvrit un petit bouquet de violettes sur la table de la cuisine, accompagné d'un mot de Gabriel, « Pour vous souhaiter une belle journée. PS. J'ai remarqué que vous les regardiez avec tendresse hier dans le jardin. » Élise sourit malgré elle. Gabriel avait cette capacité troublante à percevoir les détails les plus infimes de ses goûts et de ses humeurs. La veille, effectivement, elle s'était arrêtée devant un massif de violettes dans le jardin, se remémorant que sa mère en cultivait dans des petits pots sur le rebord de leur fenêtre quand elle était enfant. « Bonjour, » dit Gabriel en entrant dans la cuisine, déjà habillé pour partir au bureau. « Vous avez trouvé mon petit cadeau? »« Oui, merci. » « Comment avez-vous su que j'aimais les violettes? Vous avez eu un sourire particulier hier en les regardant, un sourire nostalgique et tendre à la fois. » Élise le regarda, fascinée par cette attention qu'il portait à chacun de ses gestes. « Gabriel, vous m'observez constamment. » « Pas constamment, mais j'aime vous regarder. Vous avez une expressivité, comment dire, très pure. Vos émotions se lisent sur votre visage, et c'est beau à voir. N'est-ce pas indiscret? Seulement si vous le ressentez comme tel. Si c'est le cas, je ferai attention à être plus discret. Non, ce n'est pas indiscret, c'est juste nouveau pour moi. Théo ne me regardait jamais vraiment. Théo était un imbécile, répondit Gabriel avec une fermeté qui surprit Élise. Gabriel, pourquoi cette animosité envers lui? Vous ne le connaissez même pas. Gabriel s'arrêta dans ses préparatifs de départ et se tourna vers elle. Parce qu'il vous a fait du mal, parce qu'il n'a pas su voir qui vous étiez vraiment, et parce que je vous ai vu pleurer à cause de lui. Cette dernière phrase troubla Élise. Vous m'avez vu pleurer? Quand? Gabriel rougit légèrement. Le soir où vous avez découvert sa liaison. Vous étiez sur votre balcon et vous pleuriez. J'étais dans ma voiture en bas et j'ai eu envie de monter vous consoler, mais je n'en avais pas le droit. Vous étiez là ce soir-là? J'étais souvent là, Élise. Je veillais sur vous de loin, et ce soir-là, j'ai souffert de votre peine, comme si c'était la mienne. Cette révélation émut profondément Élise. Gabriel avait été témoin de sa douleur et n'avait rien pu faire pour l'aider. Pourquoi ne pas vous être manifesté plus tôt? Parce que vous étiez avec quelqu'un d'autre, et malgré ce que je ressentais, je respectais votre choix. À l'école, Élise eut du mal à se concentrer sur son travail. Les paroles de Gabriel résonnaient dans sa tête. Cet homme l'avait aimée en silence pendant des années, respectant sa relation avec Théo malgré sa propre souffrance. Marie-Claire remarqua sa préoccupation. « Tu as l'air songeuse. Tout va bien avec ton mystérieux mari ?»
Il n'y a rien de mystérieux chez Gabriel. Au contraire, il est d'une transparence parfois déstabilisante. Comment ça se passe entre vous? Bien, il est attentionné, respectueux, parfois même trop. Trop attentionné. Élise, tu entends ce que tu dis? Je sais que ça peut paraître ingrat, mais Marie-Claire, il anticipe tous mes besoins, il remarque tous mes goûts, il prend soin de moi comme si j'étais précieuse. Et c'est un problème? C'est troublant. Je ne sais pas comment réagir face à tant de prévenance. Élise, après ce que tu as vécu avec Théo, il est normal que tu aies du mal à accepter qu'on te traite bien. Cette remarque frappa Élise. Avait-elle perdu l'habitude d'être respectée et choyée au point de s'en méfier? Le soir, en rentrant, elle trouva Gabriel dans le salon, en train de lire près de la cheminée. Il portait un pull en cachemire noir qui mettait en valeur ses yeux bleus, et ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, lui donnant un air plus juvénile. « Bonsoir », dit-elle en s'installant dans le fauteuil en face de lui. « Bonsoir, Élise, bonne journée ?»« Oui, merci. Et vous ?»« Excellente. J'ai signé un contrat pour un projet de logements sociaux à Montreuil, une cité HLM à rénover entièrement. C'est formidable. Vous devez être content. » Gabriel posa son livre et la regarda. « Vous savez pourquoi ce projet me tient à cœur? Non, dites-moi. Parce qu'en le concevant, je pense à votre quartier de Belleville, à ce que vous m'aviez dit sur l'importance de préserver l'âme d'un lieu tout en l'améliorant. Chaque décision que je prends, je me demande « Qu'est-ce qu'Élise en penserait ?» Cette confession toucha Élise au plus profond. « Gabriel, vous idéalisez mon opinion. Je ne suis qu'une assistante d'école. Non, vous êtes quelqu'un qui a grandi dans ces quartiers, qui en connaît la réalité. Votre regard est plus précieux que celui de tous les experts que je pourrais consulter. Pourquoi accordez-vous tant d'importance à ce que je pense ?» Gabriel hésita, puis répondit avec cette sincérité qui le caractérisait, « Parce que votre approbation compte plus pour moi que tout au monde. » Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Élise sentait que quelque chose changeait entre eux, que la distance respectueuse que Gabriel maintenait commençait à s'amenuiser. « Gabriel, puis-je vous demander quelque chose? Tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous attendez vraiment de ce mariage? Je veux dire, au-delà des arrangements pratiques ?» Gabriel posa son livre et se pencha vers elle. « J'attends de pouvoir vous aimer librement. J'attends que vous me laissiez prendre soin de vous. Et j'espère qu'un jour, vous pourrez ressentir pour moi ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressens pour vous. Et si cela n'arrive jamais, alors j'aurai eu au moins la chance de partager votre quotidien, d'être témoin de votre sourire au petit déjeuner, de vos lectures du soir, de vos visites à Marguerite. Cela me suffira. » Cette réponse bouleversa Élise. Gabriel ne demandait rien, n'exigeait rien. Il offrait son amour sans condition de retour. « Gabriel, je dois vous dire quelque chose. Je vous écoute. Au début, j'ai accepté ce mariage par nécessité. Pour grand-mère, pour ma situation financière. Mais maintenant, je commence à comprendre qui vous êtes vraiment. Et qu'est-ce que vous comprenez? Que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un qui mérite d'être aimé en retour. » Gabriel ferma les yeux un instant, comme pour savourer ses paroles. « Élise, vous n'avez aucune obligation envers moi. Je sais, mais j'ai envie d'apprendre à vous connaître vraiment, pas seulement comme l'homme qui m'a épousé, mais comme Gabriel. Que voulez-vous savoir? Tout. Votre enfance, vos rêves, vos peurs, ce qui vous fait rire, ce qui vous rend triste. Je veux comprendre comment un homme peut aimer quelqu'un pendant 10 ans sans rien attendre en retour. » Gabriel sourit, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Élise vit ses yeux briller de joie pure. « J'aimerais beaucoup vous raconter tout cela, mais en échange, j'aimerais que vous me parliez de vous aussi, de la vraie Élise, pas celle que le monde voit. »« D'accord, » dit-elle simplement. Et pour la première fois depuis leur mariage, Élise eut l'impression qu'ils venaient de franchir une étape importante. Plus qu'un arrangement, plus qu'une cohabitation respectueuse, ils venaient de décider de construire quelque chose ensemble. Le week-end suivant marqua un tournant dans la relation d'Élise et Gabriel. Pour la première fois depuis leur mariage, ils décidèrent de passer du temps ensemble sans la contrainte des obligations quotidiennes. Gabriel proposa une promenade dans Paris, et Élise accepta avec une curiosité nouvelle. Ils commencèrent par les jardins du Luxembourg,
où l'automne parisien déployait ses couleurs chatoyantes. Gabriel portait un manteau en laine anthracite et une écharpe bleu marine qui mettait en valeur ses yeux. Élise avait choisi une robe automne couleur bordeaux et un manteau beige que Gabriel avait discrètement fait livrer dans sa garde-robe. « Vous aimez vous promener ?» demanda Gabriel en observant Élise admirer les feuilles dorées des marronniers. « J'adore. Avec grand-mère, nous venions souvent ici quand j'étais enfant. Elle me racontait des histoires en regardant les gens passer. Quel genre d'histoire! Elle inventait des vies aux promeneurs. Cette dame en rouge était une ancienne danseuse de l'opéra. Ce monsieur avec sa canne était un ancien explorateur. Elle avait une imagination débordante. » Gabriel sourit. « Et maintenant, que diriez-vous de ce couple qui nous croise ?» Élise regarda un homme et une femme âgés qui se tenaient par le bras. Ils se sont rencontrés jeunes, ont eu 3 enfants, et maintenant ils se promènent ici tous les dimanches depuis 40 ans. Ils se disputent encore pour savoir qui doit nourrir les canards. Pourquoi cette histoire? À cause de la façon dont elle lui tient le bras, possessive mais tendre. Et lui regarde ses pieds quand elle parle, comme quelqu'un qui a appris à l'écouter vraiment. Gabriel l'observa avec admiration. « Vous avez un don pour lire les gens. Grand-mère disait que j'avais hérité de son intuition. Et vous, quelle histoire inventeriez-vous pour nous si vous nous croisiez ?» Gabriel réfléchit un instant. Un couple qui apprend à se connaître. Lui, fou amoureux depuis longtemps. Elle, en train de découvrir qu'elle pourrait peut-être l'aimer en retour. Cette réponse fit rougir Élise. « Gabriel, pardon, je n'aurais pas dû dire ça. Vous m'aviez demandé d'inventer une histoire. Non, ce n'est pas grave. C'est juste que... Vous avez peut-être raison. » Ils s'installèrent sur un banc face au bassin octogonal. Des enfants faisaient naviguer leurs petits bateaux, surveillés par leurs parents. L'atmosphère était paisible, propice aux confidences. « Gabriel, parlez-moi de votre enfance. J'aimerais comprendre comment vous êtes devenu l'homme que vous êtes. » Gabriel sembla rassembler ses souvenirs. « J'ai grandi dans le 16e arrondissement, dans une famille bourgeoise classique. Mon père dirigeait déjà l'entreprise familiale. Ma mère s'occupait de ses œuvres de charité. Tout était parfaitement organisé, parfaitement convenable. Cela semble idyllique. En apparence, oui. Mais il y avait peu de place pour la spontanéité, pour l'émotion vraie. Mes parents s'aimaient, je crois, mais de manière très contrôlée. Tout était dans l'image, la respectabilité. Et vous, vous étiez heureux? J'étais ce qu'on attendait de moi. Un bon élève, poli, obéissant. Mais j'avais l'impression de jouer un rôle. Ce n'est qu'à l'université que j'ai commencé à me chercher vraiment. Et c'est là que vous m'avez rencontré. Exactement. Vous représentiez tout ce qui manquait à ma vie. La sincérité, la spontanéité, cette façon directe d'aborder les choses. Quand vous m'avez parlé de votre quartier, de votre grand-mère, il y avait tant d'amour dans votre voix, tant d'authenticité. Élise l'écoutait attentivement, comprenant mieux pourquoi cette rencontre avait eu tant d'impact sur lui. « Gabriel, vous avez dit que vos parents s'aimaient de manière contrôlée. Qu'est-ce que cela signifie ? Ils ne se disputaient jamais, ne se témoignaient jamais d'affection en public, prenaient toutes leurs décisions ensemble mais sans passion, très civilisés, très raisonnables. Et c'est le modèle de couple que vous voulez pour nous ?» Gabriel se tourna vers elle, l'air surpris. « Mon Dieu, non. Élise, je veux exactement l'opposé. Je veux les rires, les disputes, les réconciliations, les émotions vraies. Je veux la vie, tout simplement. Même les disputes. Surtout les disputes. Elles prouvent qu'on tient assez l'un à l'autre pour se battre. Mes parents ne se disputaient jamais parce qu'au fond, ils ne tenaient pas assez l'un à l'autre pour que leurs différences les dérangent vraiment. » Cette vision surprit Élise. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Et vous, Élise, parlez-moi de votre enfance. Comment étiez-vous petite? Élise sourit en plongeant dans ses souvenirs. J'étais une petite fille très curieuse. Parfois un peu trop. Je posais des questions surtout, je m'intéressais à tous les voisins, je ramassais tous les chats errants. Et vos parents? Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Un cancer foudroyant. Mon père, il n'a jamais vraiment su gérer sa peine. Il s'est mis à boire, et c'est grand-mère qui m'a élevé. Gabriel prit doucement sa main. Je suis désolé, Élise. Cela a dû être très dur.
Grand-mère a fait de son mieux. Elle m'a donné tout l'amour dont j'avais besoin. Mais j'ai grandi en ayant peur de l'abandon, peur que les gens que j'aime disparaissent. C'est pour cela que vous avez supporté le comportement de Théo? Par peur qu'il parte? Élise hocha la tête. Je pense oui, je préférais une relation imparfaite à la solitude. Et maintenant, avec moi, maintenant c'est différent. Vous ne me demandez rien d'impossible, vous n'essayez pas de me changer, et surtout, vous me faites sentir que je vaux quelque chose. Gabriel serra sa main plus fort. Vous valez tout, Élise, plus que vous ne l'imaginez. Ils restèrent silencieux un moment, regardant les enfants jouer autour du bassin. Puis Élise reprit la parole. Gabriel, puis-je vous poser une question indiscrète? Toutes vos questions sont les bienvenues. Avez-vous déjà été amoureux? Avant moi, je veux dire? Gabriel réfléchit. J'ai cru l'être plusieurs fois. J'ai eu des relations, certaines ont duré des mois, mais à chaque fois, quelque chose manquait. Quoi? Ce que j'avais ressenti avec vous à la bibliothèque, cette connexion immédiate, cette impression de reconnaissance. Avec les autres, j'essayais de retrouver ce sentiment, mais il n'était jamais là. N'était-ce pas injuste pour elle? Si, terriblement, et je m'en veux encore, mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous chercher en chacune d'elles. Cette confession troubla Élise. Gabriel, et si je ne peux jamais, et si je ne ressens jamais pour vous ce que vous ressentez pour moi? Gabriel la regarda avec une tendresse infinie. Alors, j'aurais eu au moins cela, ces promenades, ces conversations, la chance de vous connaître vraiment, et ce sera déjà plus que ce que j'espérais il y a un mois. Vous ne vous lasserez jamais d'aimer sans retour. Élise, vous me donnez déjà plus que vous ne le pensez. Votre présence, votre sourire le matin, nos conversations, c'est déjà de l'amour, même si vous ne l'appelez pas ainsi. Élise se tourna vers lui, émue par tant de générosité. Gabriel, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Non, Élise, je suis juste quelqu'un qui a eu la chance de vous rencontrer. En rentrant chez eux ce soir-là, Élise réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé. Gabriel n'était plus seulement l'homme qu'il avait épousé par amour. Il devenait Gabriel, avec ses blessures, ses espoirs, son histoire. Et pour la première fois, elle se surprit à penser à lui non plus avec reconnaissance, mais avec affection. 2 mois s'étaient écoulés depuis le mariage, et la relation entre Élise et Gabriel évoluait lentement, mais sûrement vers quelque chose de plus profond qu'un simple arrangement. Leurs conversations s'allongeaient, leur silence devenait complice, et Élise se surprenait parfois à attendre avec impatience le retour de Gabriel le soir. Ce matin-là, elle se rendait à la clinique pour voir Marguerite quand elle croisa une silhouette familière dans le hall d'entrée. Théo se tenait près de l'accueil, visiblement mal à l'aise, tenant un petit bouquet de fleurs. « Élise !» Il se dirigea vers elle avec un sourire qui se voulait charmeur, mais qui cachait mal sa nervosité. « Théo, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai appris pour ta grand-mère et pour ton mariage. » Il prononça ce dernier mot avec une amertume à peine dissimulée. « Je voulais te présenter mes excuses et te parler. » Élise sentit un malaise l'envahir. « Théo, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Nous n'avons plus rien à nous dire. S'il te plaît, Élise, juste 5 minutes. Il faut que tu saches que j'ai commis une terrible erreur. » Malgré ses réticences, Élise accepta de prendre un café avec lui dans le petit restaurant de la clinique. Théo avait changé. Il semblait moins sûr de lui, plus vulnérable. Ses vêtements, toujours élégants, ne parvenaient plus à masquer une fatigue profonde. « Alors, dit Élise en s'installant face à lui, qu'est-ce que tu voulais me dire? Que j'ai tout gâché, que Camille et moi, c'est terminé. Je suis désolé pour toi. Non, Élise, tu ne comprends pas. C'est terminé parce que je me suis rendu compte que je ne l'aimais pas, que je n'ai jamais aimé qu'une seule femme, toi. » Ces mots frappèrent Élise comme une gifle. « Théo, tu ne peux pas me dire ça maintenant, il est trop tard. » Il n'est jamais trop tard. Élise, ce mariage avec cet homme, tu ne le connais même pas. Comment as-tu pu épouser un inconnu? Gabriel n'est pas un inconnu. Ah oui? Et qu'est-ce que tu sais de lui? Qu'il est riche? Qu'il peut t'offrir une belle vie? La colère monta en Élise. Tu n'as aucun droit de me juger, Théo. Tu m'as trompé, tu m'as humilié, et maintenant tu viens me donner des leçons de morale?
Je sais que j'ai mal agi, mais Élise, réfléchis. Cet homme t'a épousé précipitamment. Il t'a installé dans sa maison comme un objet de collection. Tu ne vois pas que c'est louche? Tu délires. Gabrielle me respecte plus en 2 mois que tu ne l'as fait en 5 ans. Théo se pencha vers elle, désespéré. Élise, je t'en supplie, laisse-moi une chance de réparer mes erreurs. Nous étions bien ensemble avant que je fasse cette bêtise avec Camille. Bien ensemble. Théo, tu avais honte de moi. Tu ne m'as jamais présenté à tes collègues. Tu évitais de venir chez moi. Tu parlais constamment de me faire évoluer. C'est faux. C'est la vérité, et tu le sais. Avec Gabriel, je me sens valorisé. Il m'aime pour ce que je suis, pas pour ce qu'il voudrait que je devienne. Le visage de Théo se durcit. Cet homme, ce Gabriel Marchand, tu crois vraiment qu'il t'aime? Une assistante d'école de Belleville? Réveille-toi, Élise. Les hommes comme lui n'épousent pas les femmes comme toi par amour. Cette attaque blessa Élise profondément, mais elle garda son calme. Les femmes comme moi? Explique-moi ce que ça veut dire, Théo. Tu sais très bien ce que je veux dire. Vous n'évoluez pas dans le même monde. Exactement ce que je pensais. Au revoir, Théo. Elle se leva pour partir, mais Théo la rattrapa par le bras. Élise, attends. Ce type, j'ai mené ma petite enquête. Tu sais pourquoi il t'a vraiment épousée? Malgré elle, Élise se figea. Lâche-moi et explique-toi. Son conseil d'administration le menaçait de le démettre s'il ne se mariait pas rapidement. Il lui fallait une épouse pour sauver sa carrière. Et il t'a choisi parce que tu étais désespéré, seul, et que tu accepterais n'importe quoi pour t'en sortir. Ces mots frappèrent Élise comme autant de coups de poignard. Gabriel lui avait effectivement parlé de la pression de son conseil, mais elle avait pensé que c'était secondaire par rapport à ses sentiments. « Tu mens » murmura-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Je peux te le prouver. J'ai un ami journaliste qui a enquêté sur lui. Son entreprise était en difficulté, et le conseil avait posé un ultimatum, mariage avant la fin de l'année ou démission. Et devine quand il t'a demandé en mariage. » Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Tu inventes tout ça pour me récupérer? Élise, je t'ai fait du mal, c'est vrai, mais je ne te mentirai pas sur quelque chose d'aussi important. Cet homme s'est servi de toi. Sors de ma vie, Théo. Immédiatement. » Élise, réfléchis, demande-lui la vérité. Demande-lui s'il t'aurait épousé si son poste n'avait pas été menacé. Élise quitta la clinique en état de choc, sans même voir Marguerite. Les paroles de Théo résonnaient douloureusement dans sa tête. Et si Gabriel n'avait été qu'un manipulateur plus raffiné que les autres, et si elle s'était jetée dans les bras d'un homme qui l'avait épousée par nécessité professionnelle? En rentrant chez elle, elle trouva Gabriel dans son bureau, au téléphone. En la voyant, il raccrocha immédiatement et se leva pour l'accueillir. « Élise, comment va Marguerite aujourd'hui? Gabriel, il faut qu'on parle. » Il perçut immédiatement la tension dans sa voix. « Que se passe-t-il? Vous êtes pâle. J'ai croisé Théo à la clinique. » Le visage de Gabriel se ferma instantanément. « Qu'est-ce qu'il vous a dit? Que votre conseil d'administration vous menaçait de vous démettre si vous ne vous mariez pas. Que vous m'avez épousé pour sauver votre carrière. » Gabriel resta silencieux un long moment, et ce silence confirma les pires craintes d'Élise. « C'est vrai, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Élise, laissez-moi vous expliquer. »« C'est vrai ou pas, Gabriel ?»« Oui, » avoua-t-il finalement, « c'est vrai. Mais quoi? Vous m'avez menti. Vous m'avez fait croire que vous m'aimiez depuis 10 ans, alors qu'en réalité, vous aviez juste besoin d'une épouse. Non, Élise, vous ne comprenez pas. Je vous aime vraiment depuis toujours. Le problème avec le conseil d'administration m'a juste donné l'occasion de vous approcher. Occasion, Gabriel, vous appelez ça une occasion? Vous avez profité de ma détresse? Jamais. Élise, je vous jure que mes sentiments sont sincères. Comment puis-je vous croire maintenant? Comment savoir si quoi que ce soit de ce que vous m'avez dit était vrai? Gabriel s'approcha d'elle, désespéré. Parce que vous me connaissez maintenant, parce que vous savez qui je suis vraiment. Je ne sais rien du tout. Je ne connais que l'homme que vous avez voulu me montrer. Gabriel, comment avez-vous pu me faire ça? Les larmes coulèrent maintenant sur les joues d'Élise. Gabriel tendit la main vers elle, mais elle recula. « Ne me touchez pas, j'ai besoin de réfléchir. Élise, je vous en supplie, laissez-moi vous expliquer. »
Il n'y a rien à expliquer, Gabriel. Vous avez eu ce que vous vouliez, une épouse pour votre conseil, une image respectable, mission accomplie. Ce n'est pas vrai. Élise, vous représentez tout pour moi. Mais Élise était déjà partie, claquant la porte de l'appartement derrière elle. Gabriel resta seul dans le silence de sa maison, comprenant qu'il venait peut-être de perdre la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. Élise errait dans les rues de Paris sans but précis, ses larmes se mêlant à la bruine automnale. Elle avait l'impression que le sol se dérobait une nouvelle fois sous ses pieds, comme lors de la trahison de Théo. Mais cette fois, la douleur était différente, plus profonde, car elle avait commencé à croire qu'elle pourrait être heureuse avec Gabriel. Elle finit par échouer dans un petit café près de Notre-Dame, commandant un thé qu'elle ne but pas, fixant les passants à travers la vitre embuée. Son téléphone vibrait régulièrement, des messages de Gabriel qu'elle n'ouvrait pas. « Élise !» Une voix la fit sursauter. Marie-Claire se tenait devant sa table, l'air inquiet. « Je te cherchais partout. Gabriel m'a appelé. Il était fou d'inquiétude. »« Il t'a appelé ?» Élise leva vers son ami des yeux rougis. « Il m'a dit que vous vous étiez disputé, que tu étais parti bouleversé. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Élise raconta tout. La rencontre avec Théo, ses révélations, l'aveu de Gabriel. Marie-Claire l'écouta sans l'interrompre, son expression passant de la surprise à la colère, puis à la réflexion. « Élise, je ne défends pas Gabriel, mais est-ce que tu lui as laissé le temps de s'expliquer vraiment ?» S'expliquer. Marie-Claire, il m'a menti, il m'a épousée pour sauver sa carrière. Peut-être. Mais est-ce que ça annule tout le reste? Sa façon de te regarder, ses attentions, sa douceur avec ta grand-mère? Comment savoir ce qui était vrai et ce qui était calculé? Marie-Claire prit les mains d'Élise dans les siennes. « Ma chérie, je vais te dire quelque chose que tu ne vas pas aimer entendre. Théo est un manipulateur. Il a toujours été jaloux de ton bonheur, même quand il te trompait. Tu ne trouves pas suspect qu'il débarque maintenant avec ses révélations? Tu penses qu'il ment? Je pense qu'il mélange vérité et mensonge pour te récupérer. Et toi, tu es tellement habitué à être déçu que tu préfères croire au pire plutôt que de risquer d'être blessé à nouveau. » Ces mots frappèrent Élise en plein cœur. Avait-elle fui par peur plus que par colère? Marie-Claire, même si Gabriel m'aime vraiment, comment puis-je lui faire confiance maintenant? En lui parlant, en lui donnant une vraie chance de s'expliquer. « Élise, j'ai vu cet homme te regarder. Personne ne peut feindre cette intensité dans le regard. » Élise resta silencieuse, le cœur déchiré entre l'espoir et la méfiance. Pendant ce temps, Gabriel arpentait son bureau comme un lion en cage. Il avait appelé tous les amis d'Élise qu'il connaissait, fouillé tous les endroits où elle pourrait être. Pierre Dubois, son associé, tentait de le calmer. « Gabriel, arrête de tourner en rond, elle va revenir. Et si elle ne revient pas? Pierre, j'ai tout gâché. J'aurais dû lui dire la vérité depuis le début. Tu lui as dit que tu l'aimais? C'était la vérité. Mais pas toute la vérité. Elle a raison de m'en vouloir. J'ai profité de sa situation. » Pierre posa une main sur l'épaule de son ami. « Gabriel, tu l'aimes cette femme, oui ou non? Plus que ma propre vie. Et tu l'aurais épousée même sans la pression du conseil ?» Gabriel s'arrêta net. « Bien sûr, mais j'aurais pris le temps de la courtiser, de gagner son amour. La pression du conseil m'a juste forcé à précipiter les choses. Alors, explique-lui ça. Dis-lui que ton erreur n'est pas de l'avoir épousée pour de mauvaises raisons, mais de ne pas avoir eu le courage de lui dire toute la vérité. » Vers 20h, Élise rentra enfin. Gabriel l'attendait dans le salon, la mine défaite. En la voyant, il se leva d'un bond. « Élise, Dieu merci, vous allez bien. J'étais mort d'inquiétude. » « Gabriel, il faut qu'on parle sérieusement. »« Oui, bien sûr. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Élise s'installa dans le fauteuil en face de lui, gardant ses distances. « Je veux la vérité, Gabriel. Toute la vérité cette fois. » Gabriel prit une profonde inspiration. « Vous avez raison d'être en colère. J'aurais dû tout vous dire dès le début. Alors dites-le maintenant. Il est vrai que le conseil d'administration me mettait la pression pour que je me marie. Ils estimaient qu'un PDG célibataire de 34 ans nuisait à l'image de l'entreprise. Et quand j'ai découvert où vous travailliez il y a 6 mois, j'ai commencé à vous observer.
Au début, c'était juste pour me rassurer, pour vérifier que vous alliez bien. Mais plus je vous regardais vivre, plus mes sentiments d'il y a 10 ans revenaient en force. Continue. Quand j'ai appris votre rupture avec Théo, j'ai vu une opportunité. Pas seulement pour résoudre mon problème professionnel, mais pour enfin vous approcher. J'ai pensé que si je vous proposais un mariage arrangé, vous pourriez accepter malgré vos réticences. Donc vous avez profité de ma détresse. Gabriel baissa la tête. Oui, et j'en ai honte. Mais Élise, mes sentiments n'ont jamais été feints. Chaque moment passé avec vous, chaque sourire que vous m'avez donné, chaque conversation, tout était sincère de ma part. Comment puis-je en être sûr? Gabriel se leva et se dirigea vers son bureau. Il en revint avec une enveloppe qu'il tendit à Élise. Qu'est-ce que c'est? Ma lettre de démission, rédigée hier soir. Élise ouvrit l'enveloppe, incrédule. La lettre était effectivement une démission en bonne et due forme, datée de la veille. Gabriel, qu'est-ce que ça veut dire? Que je préfère perdre mon entreprise plutôt que de vous perdre. Que votre confiance vaut plus que ma carrière. Que si vous me laissez une chance de prouver mes sentiments, je démissionnerai demain matin. Mais c'est l'entreprise de votre famille. Ma famille comprendra. Et sinon, je créerai ma propre agence. Pierre m'a dit qu'il me suivrait. Élise regardait cette lettre bouleversée. Gabriel, vous ne pouvez pas sacrifier votre carrière pour moi. Si, je peux, parce que sans vous, cette carrière n'a plus de sens. Élise, vous m'avez demandé la vérité? La voici. Je vous aime depuis 10 ans. Pas depuis 6 mois, depuis 10 ans. Cette conversation à la bibliothèque m'a hanté pendant une décennie. J'ai cherché votre sourire dans chaque femme que j'ai rencontrée, et quand j'ai eu l'opportunité de vous retrouver, j'ai sauté dessus, même si les circonstances n'étaient pas parfaites. Gabriel, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui, j'avais besoin d'une épouse pour le conseil, mais j'aurais pu épouser n'importe qui d'autre. Camille, par exemple, aurait sauté sur l'occasion. J'ai choisi de vous demander parce que vous étiez la seule femme que j'ai jamais voulu épouser. Les larmes montaient aux yeux d'Élise. Pourquoi ne pas m'avoir dit tout ça dès le début? Parce que j'avais peur que vous refusiez. Parce que je pensais qu'en vous montrant qui j'étais vraiment, en prenant soin de vous et de Marguerite, vous finiriez par comprendre que mes sentiments étaient sincères. Et maintenant, Gabriel s'agenouilla devant elle, prenant doucement ses mains. Maintenant, je vous demande pardon. Pardon de ne pas avoir été complètement honnête. Pardon d'avoir profité de votre vulnérabilité. Et je vous demande une seconde chance. Gabriel, Élise, regardez-moi dans les yeux. Et dites-moi si vous pensez vraiment que j'ai joué la comédie pendant ces 2 mois. Dites-moi si vous croyez que je pourrais feindre la façon dont je vous regarde, dont je tressaille quand vous souriez, dont je m'inquiète quand vous rentrez tard. Élise plongea son regard dans celui de Gabriel et il eut une sincérité qui ne pouvait être feinte. Non, murmura-t-elle, je ne pense pas que vous ayez pu jouer la comédie. Alors, me donnez-vous une seconde chance? Une vraie chance? Ou nous repartons sur des bases honnêtes? Élise hésita encore un instant, puis hocha lentement la tête. Oui, Gabriel, mais plus de mensonges. Plus jamais, je vous le promets. 6 mois plus tard, l'hiver avait fait place à un printemps radieux qui transformait Paris en une symphonie de couleurs et de parfums. Élise se tenait devant la fenêtre de leur chambre, car oui, ils partageaient désormais la même chambre depuis 3 mois. Et observait Gabriel dans le jardin, en train de planter des rosiers blancs près du petit bassin. Leur relation avait évolué naturellement après la réconciliation. Gabriel avait tenu parole. Plus de secrets, plus de non-dits. Il lui avait tout raconté de sa vie, ses doutes, ses peurs, ses rêves d'enfant. Élise, de son côté, s'était ouverte complètement, partageant ses blessures, mais aussi ses espoirs. Le tournant était venu un soir de février où, surprise par un orage en rentrant de chez Marguerite, Élise s'était réfugiée dans les bras de Gabriel. Ce geste spontané avait brisé la dernière barrière entre eux. Leur premier vrai baiser avait eu lieu ce soir-là, tendre et passionné à la fois, scellant enfin leur amour mutuel. « Tu rêves ?» Gabriel venait d'entrer, les mains encore pleines de terre, un sourire heureux aux lèvres. Je pensais à nous, à tout le chemin parcouru. Il s'approcha d'elle et l'enlaça par derrière, déposant un baiser sur ses cheveux. « Tu regrettes? Jamais. Et toi?
Comment pourrais-je regretter le plus beau jour de ma vie? Le jour de notre mariage? Non. Le jour où tu m'as dit que tu m'aimais? Élise se retourna dans ses bras. Tu te souviens de tes mots exacts? Gabriel sourit. Comment les oublier? Tu étais dans cette même robe bleue que lors de notre premier rendez-vous au Café de Flore. Tu m'as regardé et tu as dit « Gabriel, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. » Non, je me trompe. Je suis déjà tombée. Et toi, qu'est-ce que tu as répondu? Que j'attendais ces mots depuis 10 ans et que j'étais prêt à les attendre 10 ans de plus s'il le fallait. Ils furent interrompus par la sonnerie du téléphone. Gabriel décrocha et Élise vit son visage s'illuminer. « C'était Pierre », annonça-t-il en raccrochant. « Le projet de Montreuil a été sélectionné pour le prix national d'architecture sociale. La cérémonie de remise des prix aura lieu le mois prochain. » Élise battit des mains, ravie. « Gabriel, c'est formidable. Tu le mérites tellement. Nous le méritons. Ce projet n'aurait jamais vu le jour sans tes conseils et tes idées. » C'était vrai. Élise était devenue officieusement d'abord, puis de manière officielle, la consultante en urbanisme social de l'agence Marchant & Fils. Gabriel avait découvert qu'elle avait un don naturel pour comprendre les besoins des habitants et imaginer des solutions pratiques et humaines. « À propos, » dit Gabriel avec un air mystérieux, « j'ai une surprise pour toi. » « Quelle surprise! Habille-toi élégamment. Nous sortons. » 1 heure plus tard, ils roulaient vers une destination qu'Élise ne reconnaissait pas. Gabriel avait refusé de lui dire où ils allaient, se contentant de sourire mystérieusement. Ils s'arrêtèrent devant un magnifique bâtiment haussmannien fraîchement rénové dans le 11e arrondissement. Une plaque dorée brillait près de l'entrée, Centre Marguerite Laurent, résidence pour personnes âgées atteintes d'Alzheimer. Élise resta bouche bée. « Gabriel, qu'est-ce que c'est? » « C'est mon cadeau pour nos 6 mois de vrai mariage, un centre que j'ai fait construire et équiper avec les meilleures technologies. Il y a 20 appartements, tous adaptés, un personnel spécialisé et... » Il prit sa main. « Marguerite aura le plus bel appartement, avec vue sur un jardin que j'ai fait aménager spécialement pour elle. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Élise. « Tu as nommé ce centre d'après ma grand-mère ? Elle m'a donné sa bénédiction pour t'épouser. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour elle. » Ils visitèrent le centre ensemble. C'était exactement ce dont Élise avait toujours rêvé pour sa grand-mère. Un lieu chaleureux, adapté, où la dignité et le bien-être des résidents étaient prioritaires. « Gabriel, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Ce n'est pas fini. Viens. » Il la mena vers un bureau magnifiquement aménagé. Sur la porte, une plaque indiquait « Élise Marchant, directrice des relations humaines et du bien-être. » « Gabriel, tu ne peux pas être sérieux. » « Si, ce centre aura besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment les besoins des familles et des patients, quelqu'un qui ait vécu cette situation. Veux-tu diriger ce projet avec moi ?» Élise se jeta dans ses bras. « Oui, 1000 fois oui. » Le soir même, ils dînèrent sur la terrasse de leur maison sous les étoiles. Marguerite était avec eux. Elle avait eu une très bonne journée et se souvenait parfaitement de qui ils étaient. « Mes chéris, » dit-elle en les regardant avec tendresse, « vous rayonnez de bonheur tous les deux. Gabriel, vous avez tenu votre promesse. Vous rendez ma petite fille heureuse. C'est elle qui me rend heureux, Marguerite. Et moi, je suis fier de vous deux. Élise, ton grand-père disait toujours que l'amour véritable était celui qui nous rendait meilleurs. Regardez-vous, Gabriel t'a donné confiance en toi, et toi, tu lui as donné un cœur. » Après avoir raccompagné Marguerite à la clinique, Élise et Gabriel se promenèrent le long de la Seine. Ils s'arrêtèrent sur le pont Alexandre III, là où ils s'étaient rendus pour la première fois ensemble 3 mois plus tôt. « Élise, dit Gabriel en se tournant vers elle, il y a encore une chose que je veux te dire. » « Quoi donc ? » ?»« Merci. »« Merci pourquoi ? » ?»« Merci de m'avoir donné une seconde chance. Merci de m'avoir appris ce qu'était le vrai amour. Merci d'avoir transformé ma vie. » Élise lui caressa la joue. « Gabriel Marchant, il y a 10 ans, j'ai aidé un étudiant en architecture sans savoir que je venais de rencontrer l'amour de ma vie. Aujourd'hui, je peux dire que nous étions destinés à nous retrouver. Tu crois au destin maintenant ? Je crois en nous. Je crois que parfois, l'amour prend des chemins détournés pour mieux nous enseigner sa valeur.
Gabriel la prit dans ses bras et l'embrassa tendrement, avec toute la passion et la tendresse qu'il avait gardée en lui pendant 10 longues années. Autour d'eux, Paris scintillait de 1000 feux, témoins silencieux de leur bonheur retrouvé. Ils étaient partis d'un mariage de convenance pour arriver à un amour véritable, profond, construit sur la confiance et le respect mutuel. Je t'aime, Élise Marchand. Et moi, je t'aime, Gabriel Marchand. Pour toujours. Sous les lumières dorées du pont Alexandre III, avec tout Paris comme témoin, ils scellèrent leur amour d'un baiser qui effaçait définitivement les blessures du passé et ouvrait la porte à un avenir radieux. Car parfois, il faut traverser la trahison pour découvrir l'amour véritable. Et parfois, l'amour arrive au bon moment, même s'il a attendu 10 ans pour se révéler.